Penchons-nous maintenant sur Encelade, la lune glacée de Saturne, l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de la vie en dehors de la Terre. Les scientifiques viennent d'y détecter le dernier des 6 ingrédients nécessaires à sa formation, le phosphore. Cet élément très rare a été découvert dans un océan de cette lune. Le phosphore contribue à la fertilité des sols sur Terre. Mais la concentration de ce minéral dans les mers gelées du lointain satellite pourrait être de 100 à 1000 fois supérieure à celle des océans de notre planète. C'est peut-être parce que l'océan d'Encelade est riche en carbonate, tout comme l'eau gazeuse. Et cette eau gazeuse est susceptible de dissoudre les phosphates présents dans les roches de la Lune. Cette nouvelle découverte suggère également que sur d'autres lunes glacées de Saturne, comme Titan, les eaux pourraient également être chargées en phosphore. Pourquoi les scientifiques sont-ils si enthousiastes à propos de ce minéral? Les phosphates, qui sont des composés contenant du phosphore, sont des composants essentiels de la vie sur Terre. L'ADN, l'ARN et les membranes cellulaires en contiennent. Mais parmi les 6 éléments nécessaires à la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre, le phosphore est le moins répandu. En 2004, la sonde spatiale Cassini a pénétré dans la poussière du second anneau extérieur de Saturne, appelé l'anneau E. Cette poussière s'est constituée d'éclats de glace éjectés par Encelade. Il s'est constitué de grains de glace éjectés par Encelade. Et en étudiant ces grains, examinés par le Cosmic Dust Analyzer de Cassini, les chercheurs ont détecté du phosphore. Encelade est la 6e plus grande lune de Saturne. Elle n'est pas vraiment grande. Elle ne fait que 500 km de diamètre. Elle serait donc assez petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. On devrait essayer ça un jour. Il est intéressant de noter que lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois sur Saturne, les astronomes pensaient qu'Encelade serait une boule de glace gelée. Puis, surprise! Ils ont repéré des panaches de particules glacées et de vapeurs d'eau s'échappant de geysers à la surface de cette lune. Il est apparu clairement qu'il existait un océan global entre son noyau rocheux et son enveloppe glacée. Les mêmes chercheurs avaient précédemment découvert que la lune de Saturne pourrait également abriter des molécules organiques complexes. Auparavant, les scientifiques pensaient que les phosphates pouvaient être piégés dans les noyaux rocheux d'Encelade et d'autres corps similaires. C'est pourquoi les travaux les plus récents, qui laissent entendre que les phosphates pourraient également abonder dans l'océan, ont été une véritable surprise. Des chercheurs ont examiné 305 grains de glace provenant de l'anneau E de Saturne, et ont découvert que 9 d'entre eux contenaient des phosphates. Et ces résultats étaient clairs et nets. C'est très important car il y a quelque temps, on pensait que la phosphine, un composé d'hydrogène et de phosphore, existait dans les nuages de Vénus. Mais personne n'a réussi à trouver la moindre preuve étayant cette théorie. Sur Encelade, par contre, il n'y a pas de controverse, et les phosphates existent bel et bien. Les astronomes considèrent Europe comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour la recherche de nouvelles formes de vie. Tout cela parce que cette lune possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 60 à 160 km. Oui, il est caché sous une couche de glace dont l'épaisseur est estimée entre 15 et 30 km. Mais elle reste potentiellement habitable. Les astronomes affirment que des panaches d'eau jaillissent dans des fissures de cette couche de glace et libèrent le contenu de l'océan lunaire dans l'espace. Bien entendu, il sera difficile pour toute mission en quête de vie organique d'accéder à un environnement aussi profond. Le bon côté des choses, c'est que les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup plus superficiels, qui se trouveraient donc probablement beaucoup plus près de la surface de la Lune. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Cette nouvelle est doublement réjouissante. Tout d'abord, elle accroît les chances d'existence d'une vie sur Europe. Et deuxièmement, si c'est bien vrai, cela peut faciliter les missions futures visant à trouver ces formes de vie, du moins s'il y en a. Ensuite, nous avons Titan, la plus grande lune de Saturne. Elle est plus petite et sa gravité est plus faible que celle de la Terre. Mais elle nous rappelle encore notre planète. Comme sur Terre, l'azote domine son atmosphère. Titan est le seul autre monde de notre système solaire à posséder des lacs et des rivières. Ces masses d'eau sont constituées d'hydrocarbures, de méthane et d'éthane. Il existe également un océan d'eau souterrain. Mais il est situé très profondément, et personne n'a encore déterminé si cet océan entrait en contact avec quoi que ce soit de la surface. Si tel est le cas, il pourrait fournir matière à la vie après s'être mélangé à la chimie complexe de la surface. Mais Encelade et d'autres lunes glacées
ne sont pas les seuls endroits du système solaire susceptibles d'abriter ou d'avoir abrité la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz atmosphérique est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail qui digère la nourriture et émet, eh bien, tu sais, des gaz. Cependant, les scientifiques pensent que ce méthane a été stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. Et puis, en 2006, le méthane avait presque entièrement disparu de la planète rouge, et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les projections des chercheurs. La question est de savoir ce qui a généré ce gaz et où il a bien pu passer. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface de Mars. Ils pourraient y avoir été protégés des radiations de l'espace pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions régnant sur Mars dans un laboratoire pour vérifier si cela pouvait être vrai. Ils ont été stupéfaits de découvrir que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 204 millions d'années. C'est une longue durée de vie. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans le sous-sol de la planète en forant le sol martien. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau vive sur Mars, et les cellules ou les spores y dessécheraient, tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, elle est plus que gelée. Autant laisser tomber. Pourtant, 6 types de bactéries et de champignons pourraient en vivre sous terre sur la planète rouge. Le plus probable d'entre eux est surnommé Conan la bactérie, en raison de sa nature coriace. Enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Quoi qu'il en soit, si nous ne trouvons pas de vie en dehors de la Terre dans notre système solaire, nous pourrions probablement en chercher sur des exoplanètes. C'est ainsi que l'on appelle les planètes situées en dehors de notre système stellaire. Certaines d'entre elles semblent très prometteuses. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Récemment, les astronomes ont découvert que ce monde pourrait ressembler à la Terre encore plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Cette planète est seulement 17% plus massive que la nôtre. Elle est en orbite autour d'une étoile plus faible et moins grande que notre Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que de l'eau liquide et de la vie existent sur cette planète. Il semble également que l'exoplanète soit verrouillée par son étoile parente. L'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence. L'autre est toujours plongé dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète possédait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et parcourt son orbite en seulement 11 jours terrestres. Le rayonnement de l'étoile pourrait arracher l'air de la planète. Si tel est le cas, Proxima Centauri b ne devrait pas avoir d'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16,2 années-lumière de la Terre, à l'échelle du cosmos. C'est un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur celle-ci ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et plus faible que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre propre planète. En même temps, on ne sait toujours pas si elle est semblable à la Terre. La planète possède probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un emballement de l'effet de serre. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en renvoyer dans l'espace. En d'autres termes, Gliese 832c ressemble davantage à la brûlante Vénus qu'à notre Terre, relativement froide. Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la Lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du Gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièces de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, les scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. À partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide. Mais le noyau interne était difficile à étudier. Ils ne savaient pas s'il était solide comme de la roche ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui. Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques. Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des séismes sur notre planète.
Lorsqu'un séisme se produit, il crée des ondes dans le sol. Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes ou, dans ce cas, la Lune. Lorsque des tremblements de terre ou de lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la Lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser. Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune. Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau, s'est déplacée au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire, et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut, et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend. Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune, ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre, alors encore en fusion. Si tu mets une pièce de 5 centimes américains à côté d'un petit pois vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète. Et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Et oui, la Terre et la Lune ont des compositions similaires, après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elles, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre. Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres, du potassium et du sodium par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au XVIIe siècle, des astronomes ont vu de grandes taches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael van Langeren, pensait que ces taches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie « mer » en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces taches sombres. Par exemple, Mare Tranquillitatis se traduit par « mer de la tranquillité ». C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces taches sombres ne sont pas du tout des océans. Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques auraient laissé derrière elles ces zones lisses et plates qu'on appelle plaines de basalte. À la fin du XIXe siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère, il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Ils pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien,
Kenneth Watson, a eu une idée différente. Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées cratères d'obscurité éternelle. Ce sont des endroits où le soleil ne brille jamais, et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol, et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors, tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient pas sûrs, alors ils ont continué à creuser et, au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcaniques. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui, ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps. Et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission Sophia de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle a été cachée dans les grains de poussière et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure. Comment l'eau est-elle arrivée là ? Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation, comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes, et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micrométéorites glacées entrent en collision avec la surface de la Lune, et la poussière crée un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet, car, comme nous le savons, qui dit eau dit aussi inévitablement vie. C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage, notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires, et certains de ces mêmes éléments sont peut-être aussi coincés dans la glace de la Lune. Parfois, quand on regarde la Lune, on voit un visage souriant. C'est bien évidemment une illusion, mais beaucoup de gens le voient malgré tout. C'est dû au fait que sur la surface de la Lune, on trouve des mers et des montagnes. Ces reliefs, vus de la Terre, correspondent à des zones d'ombre et de lumière. Ces mers, les zones d'ombre, sont des plaines de lave durcie provenant d'éruptions volcaniques qui ont eu lieu il y a très longtemps. Les zones de lumière correspondent aux collines et aux montagnes. À nos yeux, ces taches lunaires forment un visage souriant ou parfois une autre forme. Notre cerveau a tendance à nous jouer des tours dans ces situations. Il s'agit d'un phénomène appelé pareidolie. On voit des formes et des visages, même lorsqu'il n'y en a pas. C'est comme quand on voit un visage sur une tranche de pain grillé ou des formes dans les nuages. Les habitants de l'hémisphère nord voient une forme de visage dans ces mers lunaires. Les yeux sont la mer de la sérénité et la mer des pluies. La mer des nuées forme la bouche et les mers des îles et des vapeurs forment le nez. Mais ce n'est qu'une façon d'interpréter ces formes et cela fonctionne principalement dans l'hémisphère nord. Les habitants de l'hémisphère sud, eux, voient la Lune à l'envers. Quand ils regardent la Lune, ils voient une personne qui porte des brindilles de bois. D'autres voient une femme avec les cheveux attachés ornés de 2 bijoux et ils voient son profil gauche. L'un des cratères rappelle un diamant qu'elle porterait autour du cou. Dans d'autres parties du monde, les gens voient un lapin. Les habitants du nord-ouest Pacifique en Amérique racontent une petite histoire sur le crapaud qu'ils voient dans la Lune. Un loup serait tombé amoureux d'un crapaud, mais le crapaud ne lui faisait pas totalement confiance. Il s'est donc enfui en bondissant sur la Lune. Est-ce qu'il existe des arcs-en-ciel sur les autres planètes ? Les ingrédients pour composer ces phénomènes merveilleux sont des gouttelettes d'eau et de la lumière. Nous n'avons pas encore découvert de planète avec de l'eau en surface et il n'y a aucune atmosphère assez humide pour produire de la pluie. Mais les gouttelettes d'eau ne sont pas les seules capables de réfracter la lumière du Soleil. Titan est l'une des lunes de Saturne. Son atmosphère est pleine de gouttelettes de méthane liquide qui produisent probablement de la pluie. Il y a énormément de brume sur Titan. La lumière directe du Soleil n'est donc pas chose commune. Mais il y a quelques probabilités que des arcs-en-ciel de méthane se créent un jour.
S'ils existaient, ils seraient semblables aux arcs-en-ciel visibles sur Terre. Mais ils seraient un peu plus larges car le méthane réfracte la lumière différemment de l'eau. Il existe un phénomène similaire sur Vénus appelé glory. Les chercheurs ont pu observer ce phénomène optique semblable à un arc-en-ciel. Il s'agit de la lumière du Soleil qui entre en contact avec des gouttelettes d'acide sulfurique. Jupiter est une planète énorme. Elle fait environ 11 fois la taille de la Terre. Ce n'est pas tout. Notre planète est 2 fois plus petite que sa grande tache rouge, l'orage qui gronde sur Jupiter depuis plus d'1 siècle. On doit une fière chandelle à Jupiter. Ses radiations dépassent 1000 fois le niveau létal pour l'homme et sa force de gravité est si puissante qu'elle protège notre planète des collisions. Dans d'autres systèmes planétaires, les planètes géantes comme Jupiter peuvent se déplacer et s'éloigner de leur lieu de formation. Elles tournent en spirale et s'approchent de leur étoile. En se déplaçant et en s'approchant de leur étoile, elles peuvent causer beaucoup de dégâts. Elles peuvent englober ou détruire des petites planètes ou tout autre corps céleste sur leur passage. Mais si ces planètes géantes restent à leur place, loin de leurs étoiles, elles protègent tout le système planétaire et les planètes internes en les maintenant en orbite autour d'une étoile centrale. Jupiter a reçu le nom d'aspirateur du système solaire parce qu'elle englobe toute comète ou astéroïde qui s'approche trop. Elle peut aussi changer leurs orbites et les renvoyer dans l'espace, d'où elles ne reviendront pas avant très longtemps. C'est comme cela que Jupiter protège les planètes internes, même si parfois certaines comètes ou astéroïdes lui échappent, comme probablement l'astéroïde qui a causé l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Les anneaux de Saturne sont les plus connus de notre système solaire. Ils sont grands, colorés et très visibles. Tu peux même les voir avec un télescope tout simple depuis ton jardin. Mais d'autres planètes ont des anneaux comme Uranus, dont les anneaux gagnent la 2e place des anneaux les plus intéressants du système solaire. Il s'agit de 13 anneaux composés de particules très sombres de tailles différentes. Ils sont sûrement récents, beaucoup plus récents qu'Uranus elle-même. Selon une théorie, ces anneaux sont composés de débris d'une ou plusieurs lunes détruites lors d'impacts à haute vitesse. La quantité de débris était largement plus importante, mais seules certaines particules ont survécu et forment les anneaux d'Uranus. Notre planète a perdu 60% de son atmosphère à cause de l'impact d'un astéroïde qui, selon une théorie, aurait créé la Lune. La collision entre la Terre et un corps céleste de la taille de Mars a eu lieu il y a plus de 4 milliards d'années. Les débris se sont concentrés en orbite autour de notre planète et ont donné naissance à la Lune. Il y a au moins 37 volcans actifs sur Vénus, ce qui démontre que son noyau est encore actif géologiquement. D'autres recherches ont montré que l'intérieur de la planète était chaud et composé de structures circulaires. Des jets de matière extrêmement chaude jaillissent à la surface de Vénus et c'est ainsi que ces structures se forment. C'est le même principe que pour les aires volcaniques des Hawaï. Mais les chercheurs pensent que ces structures sont le résultat d'une activité géologique passée et ils considèrent que Vénus a beaucoup refroidi en limitant l'activité géologique au noyau et que sa surface s'est tellement endurcie que la matière ne peut plus s'échapper de la croûte. En parlant d'éruptions, il y en a aussi sur la Lune de Jupiter. Sur notre Lune, il ne se passe pas grand-chose, mais sur Io, il y a des centaines de volcans. Elle est considérée pour cette raison la lune la plus active du système solaire. Si on pouvait la visiter, on verrait des jets de soufre jaillissant à plus de 300 km dans l'atmosphère. Ces volcans émettent une tonne de particules et de gaz par seconde dans l'espace proche de Jupiter. Ce phénomène pourrait être dû au champ magnétique de Jupiter qui contracterait et décontracterait le noyau de Io en fonction de sa distance par rapport à sa planète mère, ce qui générerait de grandes quantités d'énergie suffisamment pour alimenter l'activité volcanique. Il y a des milliards de comètes dans notre système solaire. La plupart d'entre elles se situent dans le nuage de Oort et dans la ceinture de Kuiper. Une comète est généralement constituée de pierre et de glace jusqu'à ce qu'elle se rapproche du Soleil. Lorsqu'elle est proche du Soleil, elle se transforme en un nuage de gaz et de poussière. C'est pour cela que les comètes ont des queues. La surface de Pluton correspond à une série de dômes, de sommets et de crevasses qui se sont probablement formés à cause des nombreux cryovolcans. Il ne s'agit pas d'érosion ou d'autres activités géologiques, mais ce sont les cryovolcans qui projettent de la matière glacée à la surface. Sur ce même hémisphère, on trouve quelques cratères appelés New Horizons.
Ils se sont probablement formés suite à des impacts d'astéroïdes assez récemment. Le noyau de Pluton a sûrement retenu de la chaleur, ce qui a permis à de la matière riche en eau et glace de se poser à la surface. Et ces volcans dont je parlais tout à l'heure ont pu se former à cause de l'eau qui s'est échappée du noyau de la planète et s'est congelée rapidement à cause des températures extrêmement basses et de la pression atmosphérique de Pluton. Uranus est une des planètes moins denses de notre système solaire. La moins dense est Saturne. Bien que sa masse soit 14,5 fois supérieure à celle de la Terre, Saturne est moins dense que l'eau. Cela signifie qu'elle flotterait dans une piscine, si cette piscine faisait plus de 60 000 km de diamètre. Ok, on parle d'une super grosse piscine. Revenons à Uranus. C'est une planète si peu dense que tu serais soumis à moins de 90% de sa pesanteur, si bien sûr tu pouvais poser un pied sur sa surface nuageuse. C'est sur Mars que se déchaînent les plus importantes tempêtes de poussière de notre système solaire. Elles peuvent recouvrir toute la planète et durer des mois. Selon une théorie, ces tempêtes se déclenchent à cause de particules de poussière qui absorbent la lumière du Soleil et chauffent l'atmosphère de la planète rouge. Des poches d'air chaud se forment alors et se déplacent vers des zones plus froides en créant des courants d'air qui lèvent encore plus de poussière et ainsi de suite. L'atmosphère se réchauffe encore plus et d'autres courants d'air se forment et soulèvent encore plus de poussière. Il vaudrait mieux avoir 1 ou 2 balais à portée de main lorsque cela arrivera près de chez toi. Sous vos pieds, la Lune vibre d'une énergie insoupçonnée. Vous percevez une menace diffuse. Ce satellite inerte, du moins l'aviez-vous cru, demeure immobile une fraction de seconde, avant qu'une violente secousse ne vous projette au sol. Serait-ce un séisme lunaire ? Pendant des décennies, la communauté scientifique a tenu pour acquis que la Lune était totalement inerte. Or, les découvertes les plus récentes remettent en cause cette certitude. Une équipe de chercheurs de l'Université du Maryland a identifié 266 crêtes énigmatiques sur la face cachée de la Lune, et leur existence laisse fortement présumer une activité géologique récente. Devons-nous alors envisager des tremblements de Lune ? Eh bien, d'une certaine manière, ces crêtes se trouvent donc dans des zones volcaniques formées il y a entre 3,2 et 3,6 milliards d'années. Mais leur aspect est bien plus jeune qu'attendu. Elles apparaissent généralement en groupes de 10 à 40 et sont fréquemment situées dans des zones où la structure du sol lunaire est plus fragile. Toutefois, il convient de ne pas prendre le mot « récent » au pied de la lettre lorsqu'il est employé par les astronomes. Il ne s'agit ni de l'an, ni même du siècle dernier. La plupart des modèles établis par les scientifiques estimaient jusqu'ici que l'activité géologique de la Lune avait cessé il y a 2,5 à 3 milliards d'années. Cependant, ces nouvelles données suggèrent que ces formations pourraient avoir été actives au cours du dernier milliard d'années. Certaines crêtes plus modestes sembleraient même s'être façonnées il y a seulement 200 millions d'années, ce qui, à l'échelle lunaire, est remarquablement récent. Autrement dit, la Lune pourrait encore subir des transformations géologiques de nos jours. Ces découvertes remettent en question notre compréhension de l'histoire et de l'évolution de la Lune. Mais comment les scientifiques sont-ils parvenus à ces conclusions ? Des chercheurs de l'Université du Maryland et de la Smithsonian Institution ont estimé l'âge des crêtes lunaires en utilisant la méthode du comptage des cratères. Le principe est simple. Moins une surface présente de cratères, plus elle est jeune. À l'inverse, une concentration élevée de cratères indique une région plus ancienne. De plus, l'analyse a révélé que certaines crêtes traversaient des cratères préexistants, ce qui suggère qu'elles se sont formées il y a environ 160 millions d'années. D'un point de vue géologique, c'est très récent, renforçant l'hypothèse que ces processus de formation sont toujours en cours. Les crêtes observées sur la face visible et la face cachée de la Lune présentent des similitudes frappantes, suggérant qu'elles résultent des mêmes mécanismes géologiques. Parmi les facteurs en cause, on évoque le lent rétrécissement du satellite, la contraction thermique de sa croûte et des modifications progressives de son orbite. Des éléments que nous examinerons plus en détail ultérieurement. Un autre argument en faveur d'une Lune toujours active provient des données recueillies il y a plusieurs décennies par les missions Apollo. L'expérience sismique lunaire avait déjà enregistré 28 séismes de faible profondeur, d'une magnitude allant d'1,5 à 5. Les scientifiques estiment que ces crêtes pourraient être directement liées à ce type d'activité sismique. Le rétrécissement lunaire trouve son origine dans la formation même du satellite, il y a environ 4,5 milliards d'années. Selon les scientifiques,
La Lune serait née de l'impact titanesque entre la Terre primitive et un objet céleste de la taille de Mars. Ce choc aurait projeté dans l'espace d'immenses quantités de matière en fusion, qui se seraient progressivement agrégées pour former la Lune. À ses débuts, elle était un monde incandescent, soumis à une intense activité volcanique et sismique. Autrefois, la Lune n'était qu'un océan de roches en fusion dérivant dans l'espace. Mais à quel moment s'est-elle solidifiée? Les scientifiques ont enfin tranché, il y a 4,43 milliards d'années. Ce fut un moment clé, non seulement pour la Lune, mais aussi pour la Terre. En effet, l'impact à l'origine de la Lune pourrait bien avoir été l'ultime événement, ayant permis à notre planète d'atteindre une stabilité propice à la vie. Au fil de milliards d'années, la Lune s'est refroidie et contractée, et aujourd'hui elle éclaire nos nuits sous la forme d'une sphère rocheuse familière. Pourtant, son refroidissement n'est pas achevé. Son noyau continue de perdre lentement de la chaleur. Cette dissipation thermique progressive pourrait d'ailleurs être l'un des moteurs de l'activité lunaire persistante. En refroidissant, l'intérieur de la Lune se rétracte, ce qui entraîne des fractures et des déplacements dans sa croûte. L'un des indices les plus manifestes de cette contraction est visible dans les mers lunaires, ces vastes étendues sombres qui constellent sa surface. Ces marias se sont formées lorsque la lave a comblé d'anciens cratères d'impact avant de se solidifier. Avec le temps, la croûte refroidie s'est contractée, donnant naissance aux crêtes plissées que l'on observe aujourd'hui. L'activité géologique lunaire pourrait également être alimentée par les interactions gravitationnelles avec la Terre. Ces forces exercées en continu engendrent probablement des tensions au sein de la croûte et contribuent au déclenchement de mouvements tectoniques. Tout cela est fascinant, mais ces phénomènes peuvent-ils avoir un impact sur l'humanité? D'une certaine manière, oui. La Lune a longtemps été perçue comme un environnement stable, idéal pour l'installation de bases et l'exploitation de ressources. Or, la mise en évidence d'une activité géologique persistante soulève de nouvelles inquiétudes. Si la surface continue à se mouvoir, les futures colonies, infrastructures et opérations minières pourraient être exposées à des risques considérables. C'est pourquoi il est crucial, à ce stade, de disposer de sismomètres et de radars à pénétration de sol afin de mieux appréhender ces mouvements. Cela nous permettra d'évaluer les dangers potentiels avant de lancer toute mission de longue durée. Par ailleurs, un autre problème majeur pour les futures missions concerne la poussière lunaire, également appelée régolithe. Les astronautes d'Apollo ont rapidement constaté que cette poussière, aussi fine que collante, s'infiltrait partout, endommageant leur équipement et nuisant à leur santé. Une étude menée par les ingénieurs de Texas A&M a mis en évidence un autre aspect inquiétant. Lors des atterrissages et des décollages des fusées, la poussière est projetée en l'air, créant un danger potentiel pour les missions, surtout avec le nombre croissant d'engins spatiaux transportant des équipages et du matériel vers la Lune. Le régolithe lunaire se décline sous diverses formes, allant de minuscules particules de poussière à de grands rochers. Il est principalement composé de minéraux de silicate fin d'environ 70 microns, soit la taille d'un cheveu humain. Ces particules se sont formées au fil de milliards d'années, lorsque des météores et des astéroïdes ont frappé la surface lunaire, réduisant une grande partie de celle-ci en une fine poudre. Contrairement à la Terre, la Lune possède une atmosphère pratiquement inexistante. Il n'y a donc ni vent ni eau pour aplanir la poussière. De plus, l'exposition continue au vent solaire a chargé électriquement le régolithe, ce qui le rend extrêmement adhérent aux surfaces qu'il touche. Les astronautes d'Apollo l'ont appris à leurs dépens. La poussière lunaire s'accrochait à leurs combinaisons, se retrouvait dans les modules lunaires et collait à toutes les surfaces. Pire encore, elle constituait un danger pour la santé, provoquant des irritations oculaires et des difficultés respiratoires à l'intérieur de leur vaisseau. Cependant, pour l'instant, ce problème semble concerner davantage les générations futures. Un enjeu bien plus crucial que tout autre est la recherche d'eau pour soutenir les futures missions lunaires, et la Chine se prépare à y faire face. Dans le cadre de la mission Chang'e 7, prévue pour 2026, un robot volant explorera les cratères profonds du pôle sud de la Lune à la recherche de glace. Si son existence est confirmée, cela pourrait révolutionner les missions lunaires à venir en offrant aux astronautes une source d'eau
et même du carburant pour leur trajet dans l'espace. Cette mission est essentielle pour le projet chinois visant à envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 5 ans. Bien que de l'eau ait déjà été trouvée, notamment dans des échantillons de sol, et grâce aux observations des sondes américaines et indiennes, les scientifiques estiment que ces dépôts de glace cachés sont la clé pour rendre les missions lunaires possibles à long terme. Le pôle sud lunaire abrite des cratères particulièrement profonds, et il est possible que de la glace y soit piégée. Le robot, une fois arrivé, explorera ces cratères pour vérifier cette hypothèse. Si de la glace est découverte, cela rendrait les missions lunaires bien plus abordables et efficaces, permettant aux astronautes de s'installer et de travailler sur place. De plus, certains chercheurs estiment que cette découverte pourrait fournir des indices précieux sur la vie extraterrestre. Que l'on trouve ou non de l'eau sur la Lune, et que l'on parvienne ou non à gérer la poussière lunaire, la récente découverte des jeunes crêtes géologiques de la Lune change la donne. Si la Lune est encore géologiquement active, cela signifie que notre connaissance de ce satellite est bien plus limitée que ce que l'on pensait. Que cache encore la Lune ? Sommes-nous prêts à accepter que ce satellite apparemment inerte puisse être plus dynamique qu'on ne le croyait ? Les futures missions nous fourniront des réponses, bien que leur sécurité ne soit peut-être pas aussi assurée qu'on le pensait autrefois. Un astéroïde, détaché de la Lune, s'est récemment rapproché de la Terre. Représente-t-il une menace pour nous ? Kamoa-Alewa, également désigné sous le nom de 2016 HO3, tourne à une vitesse impressionnante en gravitant à proximité de notre planète. Pour simplifier, appelons-le HO3. Les astronomes l'ont repéré le 27 avril 2016. En comparaison avec d'autres astéroïdes, il est minuscule. Toutefois, sur Terre, il aurait la taille d'un petit immeuble, soit environ la moitié de celle de la grande roue du London Eye. Découvert depuis Hawaï, son nom peut être approximativement traduit par « un fragment oscillant ». Après l'avoir étudié, les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un éclat de la Lune projeté dans l'espace à la suite d'un impact. Il existe une zone de la Lune appelée cratère Giordano Bruno, baptisée en hommage à un philosophe italien du XVIe siècle qui a payé ses idées au prix fort. Vue de l'espace, cette formation se distingue par d'immenses rayons de matière s'étendant sur plus de 150 km et demeurant encore lumineux. Leur présence suggère qu'un impact colossal s'est produit à cet endroit. Un témoignage historique évoque un événement inhabituel à ce sujet. En 1178, 5 moines, alors en voyage à Canterbury, en Angleterre, auraient observé un phénomène étrange sur la Lune. Selon eux, elle semblait se scinder, accompagnée de flammes et d'étincelles. Peu après, les ténèbres auraient envahi l'ensemble de sa surface. Au XXe siècle, des scientifiques ont mis la main sur ces archives et ont supposé que ces moines avaient observé la formation du cratère Giordano Bruno. Cependant, il a été découvert par la suite que ce cratère datait d'environ 4 millions d'années. Heureusement, car un tel impact, s'il s'était vraiment produit au XIIe siècle, aurait engendré un véritable chaos sur notre planète, en provoquant une gigantesque tempête de météores. Quoi qu'il en soit, notre HO3 est probablement un fragment de la Lune détaché lors de cet impact il y a 4 millions d'années. Heureusement, il n'y a pas lieu de paniquer. Lorsque les astronomes ont détecté ce fragment lunaire, ils ont rapidement tracé son orbite. Il s'avère qu'il ne nous percutera pas dans un avenir proche. Il sera notre quasi-satellite, pour au moins 3 siècles de plus, ce qui signifie qu'il suivra une trajectoire autour du Soleil, restant proche de la Terre sans entrer en collision. Son orbite, toutefois, demeure chaotique. Elle semble suivre un mouvement circulaire autour de notre planète, avec des oscillations constantes, se rapprochant et s'éloignant, montant et descendant. Et au XXIVe siècle, son mouvement deviendra encore plus erratique, adoptant une orbite en fer à cheval qui l'éloignera progressivement. HO3 pourrait-il un jour entrer en collision avec la Terre ? Peut-être. Mais un tel scénario pourrait se produire dans des millions d'années, lorsqu'il pourrait quitter son orbite actuelle pour entrer en collision avec la Terre, Vénus, ou même le Soleil. Il pourrait aussi être totalement éjecté du système solaire. Bien qu'il soit l'un des astéroïdes les plus proches jamais observés, il reste l'un des plus petits et des plus stables. Cette découverte ouvre également des perspectives fascinantes concernant la vie dans l'univers. Il apparaît que des roches peuvent voyager entre les corps célestes. Certains avancent l'hypothèse selon laquelle la vie pourrait s'être répandue à travers l'univers en voyageant sur ces roches, tel un taxi spatial. Ou, du moins, les éléments essentiels à la vie, comme le carbone. Peut-être que la vie est même parvenue sur notre planète en faisant du stop sur des roches provenant de Mars. Bien que HO3 ne porte probablement pas la vie,
Le fait qu'il puisse voyager pendant des millions d'années, transportant la matière tout en restant intact, vient renforcer cette théorie. Les astronomes envisagent d'envoyer un engin pour étudier HO3. En 2017, un groupe d'étudiants a suggéré d'utiliser un vaisseau spatial pour cela. L'administration spatiale nationale chinoise projette d'envoyer une sonde robotique vers HO3 aux alentours de 2025. Cette sonde devrait s'y rendre, récolter des échantillons, puis les ramener sur Terre pour analyse. Malheureusement, cet astéroïde est invisible à l'œil nu. Avec un diamètre d'à peine 130 mètres, il serait trop petit et trop faible pour être observé sans un télescope puissant. Cependant, il existe un autre astéroïde qui sera visible et promet d'être impressionnant. En 2029, un astéroïde de grande taille passera si près de la Terre qu'il sera visible à l'œil nu. Ne manquez pas cet événement car il s'agit d'une occasion unique dans une période de 1000 ans. Cet astéroïde, connu sous le nom de 2004 MN4, ou Apophis pour faire court, est bien plus grand que HO3, avec un diamètre d'environ 370 mètres. Ce passage sera le plus proche jamais enregistré. Cet astéroïde avait d'ailleurs provoqué une certaine panique en décembre 2004, car il existait une probabilité de 2,7% qu'il percute la Terre en 2029. La peur s'est alors emparée de nombreuses personnes. Le nom même, Apophis, fait référence au serpent maléfique de la mythologie égyptienne, une créature gigantesque combattant le dieu Rê et cherchant sans cesse à engloutir le soleil pour détruire le monde. Heureusement, grâce à des données plus précises, les scientifiques ont vite constaté qu'il passerait effectivement très près de nous en 2029, mais qu'il ne ferait que passer sans causer de dommages, tel un caillou tranquille. Une autre inquiétude, cependant, était liée à la possibilité qu'Apophis traverse un trou de serrure gravitationnelle pendant son passage rapproché de notre planète. Cela aurait pu accidentellement modifier son orbite. Et si un tel phénomène se produisait, il reviendrait sur Terre en 2036, un peu à la manière de la planète du film Mélancolia. Cependant, après de nouveaux calculs, les chercheurs ont écarté cette hypothèse. Apophis s'approchera toujours de la Terre en 2036, mais à une distance équivalente à celle de Vénus lorsqu'elle dépasse notre planète. Après cela, Apophis et la Terre suivront leurs trajectoires respectives. En moyenne, un astéroïde de la taille d'Apophis frappe la Terre environ une fois tous les 80 000 ans. Si un tel impact se produisait, il détruirait une vaste zone, provoquant des tremblements de terre et des tsunamis à l'échelle mondiale. Cependant, il ne déclencherait pas une apocalypse. Loin de là. Apophis ne sera visible qu'en Europe, en Afrique et en Asie occidentale. Ainsi, si vous souhaitez l'observer, vous n'aurez peut-être pas à voyager. L'astéroïde apparaîtra comme une étoile se déplaçant rapidement dans le ciel nocturne, et brillera suffisamment pour être observé à l'œil nu. Il sera relativement facile à repérer la nuit, bien que les lumières des villes puissent compliquer son observation. Considérez un instant que ces astéroïdes ne sont pas les seuls à traîner dans les environs. Tant HO3 qu'Apophis font partie des astéroïdes de classe Apollon. Ce groupe d'astéroïdes possède des trajectoires qui croisent celles de la Terre. Ils représentent ainsi une véritable menace, car en traversant l'orbite terrestre, ils pourraient potentiellement s'approcher de notre planète, voire entrer en collision avec elle. Le premier astéroïde de ce groupe à avoir été observé est Apollon 1862, nommé d'après le dieu grec du Soleil. Découvert en 1932, c'est de lui que le groupe tient son nom. Cet astéroïde est encore plus imposant. Il mesure plus d'1 kilomètre de large. Il est si grand qu'il possède même une petite lune dans son orbite. De plus, Apollon ne croise pas seulement l'orbite terrestre, mais également celle de Vénus et de Mars. Petit fait amusant. Bien qu'il ait été le premier astéroïde de ce type à être identifié, les télescopes l'ont accidentellement perdu de vue pendant plus de 40 ans. Les scientifiques ont donc simplement continué de recenser les astéroïdes visibles. Lorsqu'Apollon a été redécouvert en 1973, il n'était plus en tête de liste et a dû se contenter d'un numéro bien plus élevé. Apollon continuera de passer près de la Terre au cours des prochains siècles. En 2075, il se trouvera quelque part autour de Vénus. Cependant, il devrait passer sans heurts. En tout cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, car les astronomes surveillent de près ces astéroïdes. Si un danger immédiat se présentait, nous en serions probablement informés. Pour qu'un astéroïde puisse anéantir totalement la vie sur Terre, il devrait avoir un diamètre supérieur à 10 km, à l'instar de celui qui a contribué à l'extinction des dinosaures, il y a 66 millions d'années. Toutefois, ces astéroïdes sont si extraordinairement rares que d'ici à leur arrivée, il est possible que l'humanité ait déjà colonisé d'autres planètes.
Pluton était autrefois considérée comme une planète majeure, mais elle a ensuite été reclassée dans la catégorie des planètes naines, c'est-à-dire quelque chose de trop grand pour être un astéroïde, mais de trop petit pour être prise au sérieux. Pas très sympa. Récemment, des scientifiques ont commencé à discuter du mystère qui entoure l'une des lunes de Pluton. Il s'avère qu'elle pourrait être encore plus cool que ce qu'on pensait. Nous pourrions avoir là un système à 2 planètes. Pluton réside dans la lointaine ceinture de Kuiper, une vaste zone de notre système solaire, comme une grande banlieue rocheuse située au-delà de l'orbite de Neptune. Elle est remplie de petits objets glacés, semblables à Pluton, et portant le nom de objets de Kuiper. Ces objets sont les vestiges des premiers jours de notre système solaire, et ils nous donnent quelques indices sur la façon dont il s'est formé. C'est de là aussi que proviennent de nombreuses comètes. Vous saviez déjà qu'elle était petite, mais saviez-vous à quel point? Pluton a une largeur d'environ 2250 km, soit environ la moitié des États-Unis et bien plus petit que notre Lune. L'atmosphère de Pluton est très fine et se compose d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone. Un vrai régal pour les narines. Et il y fait également très froid, avec des températures moyennes d'environ moins 234 degrés Celsius. Son orbite autour du Soleil ressemble à un ovale, et une année sur Pluton dure environ 250 années terrestres. Pluton présente également une rotation rétrograde étrange et unique, car elle est inclinée sur son axe, ce qui signifie qu'elle tourne sur le côté. Si vous vous trouviez sur Pluton, vous seriez entouré de hautes montagnes glacées, de vallées, de plaines et de cratères. Le Soleil serait très faible et lointain, ce serait toujours le crépuscule. C'est une planète très colorée, étonnamment. Vous verriez un arc-en-ciel de bleu pâle, de jaune, d'orange et de rouge profond. Mais le plus adorable à propos de Pluton, c'est son célèbre cœur, la région Tombaugh. Pluton a été découverte très tardivement, dans les années 30, bien plus tard que les autres planètes. Au départ, nous pensions qu'il s'agissait de la 9e planète de notre système solaire. Cependant, plus nous avons exploré la ceinture de Kuiper, plus nous nous sommes rendus compte qu'elle était remplie de ces objets de taille moyenne. Nous avons trouvé 4 autres petites planètes similaires à Pluton: Eris, Cérès, Makemake et Haumea. Elles présentaient toutes les mêmes caractéristiques. C'est à ce moment que nous avons compris que Pluton appartenait à une toute autre famille et que nous avons créé la catégorie des planètes naines. Il existe quelques différences entre ces deux catégories de planètes. La première différence évidente est la taille et la masse. Les planètes majeures sont beaucoup plus grandes et plus massives. Elles doivent également être sphériques, alors que les planètes naines peuvent ne pas être des sphères parfaites. Elles peuvent avoir des formes bizarres, comme Haumea qui est en forme d'œuf par exemple. Tout comme une planète normale, une planète naine tourne autour du Soleil, mais son orbite n'est pas claire. Elle est encombrée de débris et d'objets hétéroclites. Voilà les seules différences. Cette reclassification a donc suscité une vive controverse. Les anglophones ont même inventé un nouveau terme, to be Plutoed, qui signifie être déclassé. Bien qu'il soit triste que Pluton ne soit plus une planète majeure, nous pouvons nous consoler en nous disant que nous lui avons trouvé une vraie famille. Enfin, lorsque vous vous tenez sur Pluton, vous pouvez voir ses 5 lunes, Styx, Nyx, Kerberos, Hydre, et la plus mystérieuse, Charon. Charon est la plus grande lune de Pluton. Elle a été découverte dans les années 70 grâce à la sonde New Horizons de la NASA. La sonde a pris une photo qui a révélé une lune avec une fascinante et énorme tache rouge-brun à sa surface. Il s'agit d'un vaste canyon qui n'a rien à envier à notre Grand Canyon. Il semble que Pluton et sa lune présentent toutes deux des formations intéressantes à leur surface. La particularité de Charon est qu'elle est très grande pour une lune. Elle fait environ la moitié de la taille de Pluton. Les scientifiques s'interrogent donc. Pluton serait-elle un système à 2 planètes? Le centre de masse, ou barycentre, de Pluton et de Charon se trouve à l'extérieur de Pluton. Normalement, dans le cas des planètes et de leurs lunes, c'est le centre de la planète elle-même qui devrait être le centre de masse, la lune gravitant autour. Mais dans le cas de ces deux objets, il semble qu'ils orbitent l'un autour de l'autre. Les objets binaires sont très répandus dans l'univers. Ces couples cosmiques se forment comme notre lune s'est formée, à la suite d'un impact géant. Mais les planètes doubles sont extrêmement rares, et nous n'avions encore jamais découvert de planète naine double. Si l'hypothèse est confirmée, cela voudra dire que Charon est en fait la 6e planète naine. Il s'agira alors du premier système binaire de planètes naines de l'histoire. Mais nous avons un autre candidat,
La planète naine Eris et sa lune, Dysnomie. Le système solaire regorge de lunes mystérieuses et fascinantes. Si fascinantes que certaines d'entre elles pourraient même abriter de la vie. Cela fait un moment que l'on parle de vie microscopique dans l'espace. Les débats sur la découverte de fossiles organiques sur Mars durent depuis des décennies. Avec le développement de notre technologie, nous sommes enfin sur la bonne voie. Voici Encelade, très populaire depuis l'arrivée de la sonde Cassini de la NASA. Encelade est recouverte d'une sorte de manteau neigeux, ce qui explique sa luminosité inhabituelle et la présence de cratères enneigés. Elle est petite, environ 500 km seulement, et se compose essentiellement de roches et de glace. Mais en 2004, nous avons découvert des panaches d'eau jaillissant au pôle sud de cette lune. Cela signifie qu'il y a de l'eau liquide sous sa surface glacée. La raison en est probablement Saturne et de son autre grosse lune, Dionée. Leur danse gravitationnelle crée des forces de marée qui apportent chaleur et vie à Encelade. Encelade est donc une candidate de choix dans la recherche de la vie dans notre système solaire. Bien sûr, la vie nécessite plus que de l'eau, et nous n'y trouverons pas d'animaux ou quoi que ce soit de ce genre. Mais nous pourrions y trouver des organismes microscopiques. Et ça, c'est vraiment génial. En fait, Saturne est en train de gagner à la loterie en ce qui concerne la possible présence de formes de vie. Par exemple, les scientifiques ont eu l'idée folle que Titan, une autre de ces lunes, pourrait également abriter une vie extraterrestre. Titan est un satellite glacé dont la température avoisine les moins 179 degrés Celsius. Étonnamment, il y a même des lacs à sa surface. Mais n'imaginez pas des étendues d'eau classiques. Ces lacs ne seraient pas remplis d'eau, mais d'éthane ou de méthane liquide. En 2005, la NASA a évoqué la possibilité d'une vie se nourrissant de substances chimiques telles que l'acétylène ou l'hydrogène dans les lacs de Titan. Puis, en 2010, les scientifiques de la NASA ont approfondi leurs recherches. Et ils ont découvert qu'il manquait des quantités d'hydrogène et d'acétylène dans les lacs de Titan, ce qui laisse entrevoir la possibilité que quelque chose se nourrisse de ces substances. Du coup, certains ont osé imaginer des êtres mangeurs de méthane dans les lacs gelés de Titan. De plus, ils ont suggéré que, si ces créatures existent, elles ont probablement des cellules beaucoup plus grandes que celles des animaux terrestres. Nous pourrions donc trouver là-bas quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple microbe. Quelque chose comme un petit animal, par exemple. Mais Saturne n'est pas la seule à avoir de la chance. Triton est la grande lune de Neptune. Et vous l'avez deviné, c'est une autre candidate. La surface de ce monde glacé est recouverte d'azote et sa croûte est constituée de glace d'eau. Une fois encore, il y fait très froid. Et Triton est l'une des préférées des géologues, car elle fait partie du petit nombre de lunes qui, dans notre système solaire, possèdent de formidables geysers actifs. Elle rejette de l'azote gazeux dans l'espace. Ce serait un beau spectacle si nous pouvions y assister. Ces geysers signifient que Triton a une source secrète de chaleur. Cela veut dire que, tout comme pour Encelade, il pourrait y avoir de l'eau liquide sous la surface de Triton. Et si cet endroit s'avère abriter la vie, nous pourrions y trouver des substances organiques. Malheureusement, il n'est pas facile d'envoyer une mission pour explorer ces corps célestes. Le seul engin spatial que nous ayons envoyé jusqu'à présent est Voyager 2, en 1989. Il nous faut plus de temps, d'argent et de technologie pour développer des sondes capables de voyager loin et d'explorer les régions situées au-delà de Mars. Et même si nous y parvenons, il faudra des décennies à ces engins pour atteindre ces endroits. Quoi qu'il en soit, espérons qu'au cours du 21e siècle, nous pourrons enfin explorer pleinement notre système solaire et tous ses merveilleux mystères. Notre projet d'exploration lunaire a vu le jour en 1969. Bien entendu, des obstacles ont émaillé notre parcours, mais les astronomes demeurent convaincus que nous retournerons bientôt sur la Lune, mieux équipés en termes de savoir et de technologie. Toutefois, une méthode vieille de 8 siècles pourrait s'avérer plus précieuse que les technologies GPS les plus avancées ou les fusées les plus performantes. On la désigne sous le nom de sphère de Fibonacci. Ce concept, mis en lumière par des chercheurs d'une université hongroise, pourrait offrir une nouvelle perspective sur la rotation lunaire et sur l'aplatissement de la Lune lorsqu'elle orbite autour de la Terre. Contrairement à l'image populaire d'astres parfaitement sphériques flottant dans l'espace, notre planète et son satellite ressemblent davantage à des ballons de football légèrement dégonflés, en raison des forces gravitationnelles, de leur rotation et des marées. Les systèmes GPS terrestres sont déjà adaptés à ces formes imparfaites, notre planète étant légèrement aplatie au pôle. De la même manière,
Si nous envisageons de concevoir un système de cartographie pour la Lune, il nous faut prendre en compte sa configuration spécifique, connue sous le nom de sélénoïde, l'équivalent lunaire du géoïde terrestre selon les scientifiques. Étant donné que la Lune est moins comprimée que notre planète, les chercheurs ont longtemps simplifié leur modèle en considérant le satellite comme une sphère parfaite. Cependant, avec l'avènement de projets ambitieux dans les prochaines décennies et la possibilité de missions humaines sur la Lune, une précision accrue s'impose. Les scientifiques insistent désormais sur l'importance de collecter des données précises afin de produire une représentation fidèle de la Lune. C'est ici que la sphère de Fibonacci entre en jeu. Cette méthode, utilisée par les mathématiciens pour répartir uniformément des points sur une sphère, a récemment permis de cartographier environ 100 000 zones lunaires à partir des données recueillies par la NASA. Les résultats obtenus ont été déterminants pour affiner notre compréhension de la forme lunaire. Ainsi, il a été établi que les pôles lunaires étaient plus proches du centre que l'équateur de près d'un demi-kilomètre. Ce détail, bien que subtil, pourrait faire une grande différence. En ajustant les logiciels GPS en conséquence avant de poser pied sur la Lune, nous pourrions éviter bien des déconvenues. Un tel niveau de calcul, inégalé depuis les années 60, renforce la préparation des scientifiques pour relever les défis des prochaines missions spatiales, car il a déjà fait ses preuves ici sur Terre. Ce n'est pas la première fois que les découvertes de Fibonacci sont mises à profit pour concevoir des solutions ingénieuses. Elles ont également trouvé des applications dans des domaines tels que la finance, l'agriculture et l'informatique. Mais d'où tout cela provient-il? Selon la légende, le mathématicien italien Fibonacci ne s'intéressait pas particulièrement aux suites mathématiques à l'origine, mais plutôt aux lapins. C'est ainsi qu'il a imaginé une énigme fascinante. Il s'est demandé ce qui se passerait si l'on plaçait un couple de lapins dans un espace donné pendant un an, tout en fixant certaines règles théoriques. Premièrement, chaque couple de lapins se compose d'un mâle et d'une femelle, et ces derniers peuvent recommencer à se reproduire après seulement un mois. Chaque mois, chaque couple donne naissance à une nouvelle paire de lapins. Enfin, tous les lapins sont supposés immortels pendant cette période d'un an. En réalisant les calculs, Fibonacci a obtenu cette série de nombres. 1, 2, 3, 5, 8, 13, et ainsi de suite. En observant cette série, on remarque que chaque nombre correspond à la somme des deux précédents. Les deux premiers représentent le couple initial de lapins. Ensuite, le nombre 2 désigne la première paire et leur première progéniture. Cette séquence intrigante a rapidement suscité l'intérêt des amateurs de mathématiques qui ont commencé à l'analyser de manière approfondie. Ils ont découvert que ce motif se retrouvait fréquemment dans la nature, que ce soit dans la disposition des feuilles sur une plante ou l'agencement des graines sur un tournesol. Il existe même une expérience simple que vous pouvez tenter pour explorer ce concept. Munissez-vous d'un papier et d'un stylo, puis essayez de dessiner la spirale de Fibonacci. Commencez par un cercle minuscule, puis élargissez progressivement en suivant les nombres de la suite. Le premier cercle correspondra à un point, ou à 0. Le suivant mesurera une unité, suivi d'un autre cercle de même taille. Poursuivez ainsi, et vous verrez apparaître une spirale harmonieuse qui conserve sa forme, peu importe son agrandissement. Vous avez peut-être déjà croisé la spirale de Fibonacci utilisée comme symbole de l'hypnose. Bien que les preuves scientifiques à ce sujet soient limitées, ses effets sur la concentration et les nerfs optiques sont indéniables. Après avoir fixé une spirale en rotation, vous pourriez percevoir que les objets semblent rétrécir ou s'agrandir en fonction de la direction du mouvement. Cette expérience sensorielle explique pourquoi certaines personnes la décrivent comme hypnotisante. Cette fascinante série de nombres trouve sa place dans notre quotidien, parfois sans que nous en soyons conscients. Elle peut également avoir des usages pratiques, comme la conversion des miles en kilomètres. Prenons cette série. Choisissez deux nombres consécutifs, par exemple 13 et 21. Si vous effectuez les calculs, vous constaterez que 13 miles correspondent à environ 21 km. Le même principe s'applique à 34 et 55. La musique et les mathématiques semblent, à première vue, appartenir à des mondes différents. Pourtant, Mozart aurait probablement contesté cette idée. Ce génie musical aurait nourri, dès le début de sa carrière, une passion pour les chiffres. Il aimait dénicher des motifs numériques intrigants dans ses compositions, comme s'il dissimulait des messages secrets. Sa sœur se souvenait même de lui en train de griffonner des calculs sur les marges de ses partitions. Certains chercheurs avancent qu'il aurait expérimenté avec les nombres de Fibonacci, utilisant potentiellement leur ratio pour harmoniser ses œuvres. Et dans les autres formes d'art,
On raconte que Léonard de Vinci intégra le nombre d'or dans ses créations emblématiques, telles que l'homme de Vitruve et la célèbre Joconde. Ce même motif se retrouve, par ailleurs, dans des merveilles architecturales comme le Parthénon, dont les colonnes judicieusement espacées témoignent de cette influence. La grande pyramide de Gizeh en serait un autre exemple marquant. Bien qu'aucune preuve officielle ne confirme ce lien, sa structure s'approche tellement du nombre d'or que cela ne peut qu'intriguer. Ce motif se manifeste également dans la nature qui nous entoure. Promenez-vous dans un jardin et observez des pommes de pin. Leurs écailles s'organisent selon un schéma similaire à la spirale de Fibonacci. Même le développement des os humains suit ces proportions. Notre corps illustre cette harmonie. Un torse, une tête, un cœur. Certaines caractéristiques corporelles rappellent aussi ce modèle. Les éléments en paire, comme nos bras, jambes, yeux et oreilles, suivent cette logique. Et pour le nombre 3, pensez à la structure de nos mains, divisée en 3 sections. Le poignet, la paume et les doigts, eux-mêmes segmentés en 3. D'ailleurs, la longueur des os de nos doigts respecte également ce ratio. Cette conception facilite leur mouvement, particulièrement lorsqu'il s'agit de saisir des objets. La suite de Fibonacci se retrouve dans la courbure des vagues océaniques et la manière dont les rivières se divisent et s'écoulent. Les phénomènes météorologiques ne font pas exception. Certains tourbillons et ouragans adoptant une formation et une propagation qui rappellent la spirale de Fibonacci. En élargissant notre perspective, on découvre que ces spirales ne se limitent pas à la Terre. Elles sont omniprésentes dans l'univers et ce n'est pas un hasard. La majorité des galaxies, y compris notre Voie lactée, prennent la forme de spirales. Voici pourquoi. Dans une galaxie jeune, les étoiles n'apparaissent généralement pas toutes simultanément. Certaines se forment plus rapidement, tandis que d'autres mettent plus de temps. Cette variation influence la gravité, qui agit différemment selon les zones et fait tourner la jeune galaxie comme un disque. Ce mouvement, combiné à des différences de gravité, étire la galaxie pour créer ses bras spiraux. À l'inverse, si toutes les étoiles apparaissent en d'un coup, la gravité tend à écraser la galaxie, lui donnant une forme ovoïde, un type de galaxie que les astronomes qualifient d'elliptique. Je ne souhaite pas vous inquiéter, mais un phénomène étrange s'est produit dans les profondeurs de l'espace. Il s'agit d'une explosion plus brillante que des milliards de soleils. Cependant, le véritable mystère réside dans le fait que ce phénomène ne correspond à rien de ce que les astronomes ont observé jusqu'à présent. Habituellement, les événements cosmiques de ce type suivent des schémas familiers. Ce n'est pas le cas ici. Il s'agit d'une anomalie cosmique. Cette étrange explosion cosmique a laissé les astronomes totalement perplexes. Il pourrait s'agir d'un événement extrêmement rare, le fruit d'une parfaitement coïncidence, ou bien de quelque chose de complètement nouveau et inédit. Cet événement a été détecté pour la première fois par un télescope spatial à rayons X appelé Einstein Probe le 8 avril 2024. Au début, il semblait s'agir d'un sursaut gamma classique. Ils émettent généralement des rayons X incroyablement brillants. Mais la réponse pouvait-elle vraiment être aussi simple? Quelque chose ne collait pas. Les sursauts gamma sont les explosions les plus puissantes de l'univers et peuvent se produire de manière inattendue. Les sursauts de longue durée sont causés par la mort d'étoiles massives qui tournent à une vitesse incroyable. Lorsque ces étoiles épuisent leur combustible, leur cœur s'effondre sous l'effet de la gravité, formant un objet extrêmement dense, comparable à un trou noir. Simultanément, les couches externes de l'étoile sont projetées au loin. On appelle cela une supernova. Les sursauts gamma sont suivis de jets. Il s'agit de 2 faisceaux de matière qui jaillissent des côtés opposés de l'objet qui s'effondre. Ils sont extrêmement rapides, atteignant presque la vitesse de la lumière. Ces jets nous semblent plus brillants lorsqu'ils sont dirigés directement vers nous. C'est comme avec une lampe torche. Elle est plus lumineuse lorsqu'on la pointe vers soi. Mais revenons à notre étrange explosion cosmique. Vous vous souvenez que je vous ai dit que quelque chose ne collait pas? C'était il y a seulement 45 secondes. Le problème, c'est que lorsque plusieurs télescopes ont observé cet événement dans différentes longueurs d'onde, ultraviolet, optique, proche infrarouge, radio, rayons X, rayons gamma, etc., ils ne correspondaient à aucun type d'événement connu. Selon les recherches actuelles, l'explication la plus probable est que cette explosion est le résultat d'une naine blanche déchirée par un trou noir de taille moyenne. Mais ce n'est pas si simple. Les trous noirs sont des zones de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. C'est pourquoi on les appelle des trous noirs.
On pense que les étoiles, dont la masse est au moins 3 fois supérieure à celle de notre Soleil, peuvent s'effondrer sous leur propre gravité une fois qu'elles ont épuisé leur combustible stellaire. Lorsqu'une étoile contient autant de masse dans un espace aussi restreint, sa gravité devient si puissante qu'elle force tout, y compris les atomes, à se comprimer. Cette densité intense conduit à la formation d'un trou noir. Lorsqu'une naine blanche est déchirée par un trou noir de taille moyenne, il en résulte un jet de matière à grande vitesse qui peut être dirigé directement vers la Terre. Cette catastrophe spatiale pourrait-elle donc être à l'origine du mystérieux événement dont nous parlons? Malheureusement, même si elle coche les cases de plusieurs phénomènes, dont celui impliquant une naine blanche, elle ne répond pas à tous les critères. La courte durée et la forte luminosité de l'événement sont difficiles à expliquer à l'aide des scénarios que nous avons à notre disposition. Cela signifie-t-il que nous avons découvert quelque chose de complètement nouveau? L'univers fourmille de flashs énergétiques causés par des explosions d'étoiles, des trous noirs, des supernovas, des engloutissements stellaires et ainsi de suite. Les astronomes déterminent généralement la nature de ces événements en analysant leur durée, leur fréquence, leur source et la combinaison spécifique des longueurs d'onde qu'ils émettent. Mais je dois dire quelques mots sur l'instrument qui a découvert cette anomalie spatiale. L'Einstein Probe est un projet de télescope spatial à rayons X dirigé par l'Académie chinoise des sciences en collaboration avec l'Agence spatiale européenne et l'Institut Max Planck de physique extraterrestre. Ce projet vise à étudier les événements spatiaux à haute énergie sur une longue période. Son objectif principal est de trouver des trous noirs inactifs et de comprendre comment la matière y tombe en repérant les sursauts de rayons X produits par ces événements. L'Einstein Probe espère également capter les signaux électromagnétiques provenant d'événements qui provoquent des ondes gravitationnelles, comme la fusion de neutrons. Il surveille également l'ensemble du ciel, afin de détecter toutes sortes d'explosions et de suivre les sources de rayons X déjà connues. Après l'observation de ce flash ultralumineux par l'Einstein Probe, l'événement a également été observé par plusieurs autres télescopes terrestres et spatiaux, notamment NuSTAR, SWIFT, Gemini, Keck, la Dark Energy Camera, le Very Large Array, l'Australia Telescope Compact Array et le Neutron Star Interior Composition Explorer. À partir de toutes ces données, les astronomes ont reconstitué les caractéristiques de l'événement, mais cela n'a pas permis de clarifier la situation. Au contraire, cela n'a fait qu'épaissir le mystère. Cet événement s'est manifesté sous forme de rayons X pendant les 10 premières secondes, puis s'est stabilisé pendant environ 4 jours avant de s'éteindre rapidement en l'espace d'une journée. Cette durée est beaucoup plus longue que celle des sursauts gamma classiques, qui duraient généralement de quelques millisecondes à plusieurs heures. Cependant, elle n'était toujours pas suffisante pour correspondre à d'autres catégories connues. La luminosité de l'événement en rayons X était également inhabituelle. Elle était trop intense pour certains types de phénomènes, mais pas assez pour d'autres. Le plus intriguant est que le Very Large Array n'a détecté aucune émission radio provenant de la source lorsqu'il l'a observée 11 jours. 158 jours et 258 jours après le premier flash. Normalement, lorsqu'un phénomène aussi brillant dans les rayons X dure aussi longtemps, il est généralement associé à un équivalent radiolumineux. Mais dans ce cas, aucun signal radio n'a été détecté, ce qui est très étrange et renforce le mystère. Les astronomes n'ont pas abandonné et ont envisagé plusieurs autres possibilités, comme les transitoires optiques bleues rapides. Il s'agit d'une nouvelle classe d'explosion qui libère d'énormes quantités d'énergie et projette de la matière dans l'espace à des vitesses incroyablement élevées. Ces sursauts sont si puissants qu'un F-boat peut être 10 fois plus puissant qu'une supernova ordinaire. Les transitoires optiques bleues rapides ressemblent à des explosions de supernova, mais ils sont beaucoup plus rapides. Ils s'embrasent et s'éteignent beaucoup plus rapidement que les supernovas classiques. Ils sont également beaucoup plus chauds, ce qui rend leur lumière plus bleue que celle des autres supernovas. Comme ces explosions se produisent très rapidement, il est difficile de déterminer leur cause. En janvier 2019, les astronomes ont réduit les causes possibles à 2. Un trou noir absorbant une naine blanche ou un type rare de supernova conduisant à la formation d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir. Une autre explication de cette mystérieuse explosion spatiale, que les astronomes considèrent comme la plus probable, est un phénomène de perturbation gravitationnelle. Cela se produit lorsqu'un trou noir avale une étoile, provoquant un flash lumineux. Lorsqu'une étoile s'approche trop près d'un trou noir supermassif, elle ne s'en échappe pas facilement. Les puissantes forces gravitationnelles du trou noir déchirent l'étoile, la brisant et l'attirant vers l'intérieur.
ces restes se transforment en un flux de débris qui tombe vers le disque d'accrétion du trou noir. Cependant, avant que les débris ne se déposent dans le disque, ils passent au-delà du trou noir en suivant une trajectoire elliptique avant d'être ramenés vers lui. À un moment donné de cette trajectoire, les débris entrent en collision violente avec d'autres parties de l'étoile qui sont attirées vers le trou noir, et c'est à ce moment-là que nous commençons à observer les premières émissions. Dans certains cas rares, les événements de rupture par effet de marée créent d'énormes jets de matière qui jaillissent des pôles du trou noir. Si ces jets pointent directement vers la Terre, nous pouvons observer les traces de l'événement. Cela ressemble souvent à un trou noir de masse intermédiaire en train de dévorer une étoile naine blanche. Cependant, il devrait encore y avoir des émissions radio provenant du jet d'un événement de rupture par effet de marée. La raison pour laquelle aucune n'a encore été détectée pourrait s'expliquer par le fait que l'événement a probablement été observé trop tôt. Des études précédentes suggèrent qu'il peut s'écouler des centaines, voire des milliers de jours, avant que la matière du jet ne ralentisse suffisamment pour commencer à émettre des signaux radio. Si de futures observations détectent des émissions radio, cela pourrait aider à résoudre le mystère. Mais s'il n'y a pas de signaux, cela pourrait signifier qu'il s'agit d'un sursaut gamma très inhabituel ou de quelque chose de complètement nouveau que nous n'avons jamais vu auparavant. Et si le soleil faisait boum ? Tu l'as deviné, ce serait une très mauvaise nouvelle. Cette vidéo était vraiment courte aujourd'hui, hein ? Mais attends, j'ai autre chose. Si le soleil explosait, ce serait le chaos dans le système solaire. Et les scientifiques nous disent que ça arrivera forcément un jour. Mais pourquoi ? Et comment est-ce que ça se passera exactement ? Nous sera-t-il possible de survivre ? Eh bien, nous allons voir tout ça. Nous allons d'abord faire un voyage jusqu'au cœur du soleil. Il est rempli d'atomes d'hydrogène qui se livrent à une incroyable danse du diable. Ces atomes sont tellement excités qu'ils s'entrechoquent sans cesse de toute leur force. Et lorsqu'ils entrent en collision, quelque chose de magique se produit, ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Grâce à cette immense fiesta, les atomes d'hydrogène se combinent pour former des atomes d'hélium, une expérience de chimie à grande échelle. Au cours de cette fusion nucléaire, une toute petite partie de la masse des atomes d'hydrogène est transformée en une énorme quantité d'énergie. C'est la célèbre équation d'Einstein, E = mc2. L'énergie se libère sous forme de lumière et de chaleur, rayonnant vers l'extérieur et illuminant tout le système solaire. Et une fois que ce processus est en marche, tout un tas de particules énergisées appelées photons se joignent à l'aventure. Ces photons sont comme de minuscules paquets de lumière, qui rebondissent et se déplacent dans toutes les directions. Ils jouent un rôle crucial en transportant l'énergie du Soleil dans l'espace, illuminant notre monde et réchauffant notre planète. Mais pour que tout cela continue, pour que les atomes ne s'échappent pas pour créer un chaos total, le cœur du Soleil doit être soumis à une pression énorme. Cette pression provient de l'immense poids des couches extérieures du Soleil qui pèsent sur le cœur. Les couches extérieures compressent le noyau interne. Mais les couches internes ne se laissent pas faire. L'énergie et les photons font tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper du cœur du Soleil. Mais ce noyau est très dense, immensément dense. Et la pression est si forte que l'énergie prend une éternité pour s'échapper. Elle rebondit, est absorbée et réémise par d'autres particules. Finalement, au bout d'un long moment, elle atteint la surface du Soleil et s'envole dans l'espace pour nous parvenir sous forme de lumière. Tu sais maintenant comment fonctionne le Soleil. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il arrive en fin de vie ? Eh bien voilà, notre Soleil a une réserve limitée d'hydrogène. Dans environ 5 milliards d'années, il sera donc à court de carburant. Après ça, notre étoile subira de grands changements. Alors, fais bien attention, car il y a de fortes chances que nous manquions l'événement. Tout d'abord, le Soleil va gonfler et devenir une géante rouge, se dilatant comme un ballon. Il deviendra si grand qu'il engloutira les planètes intérieures, y compris notre Terre bien-aimée. Un Soleil vraiment sans gêne, qui prend toute la place. Nous n'assisterons donc pas à ces derniers jours, à moins que nous ne déménagions très loin. Après la phase géante rouge, le Soleil rétrécira un peu. Ses couches extérieures s'évanouiront dans l'espace, laissant derrière elles une magnifique nébuleuse planétaire. Il révélera son noyau incandescent. Oh, le noyau, maintenant rempli d'hélium, aura une voix bizarre. Non, commencera à fusionner des éléments plus lourds comme l'oxygène et le carbone. Ces réactions ne seront pas aussi vigoureuses, comme à la fin d'une fête, quand on est un peu fatigué. Finalement, l'hélium finira par s'épuiser lui aussi et le Soleil deviendra une naine blanche compacte.
un retraité stellaire profitant de ses vieux jours. Les scientifiques estiment qu'il reste au Soleil environ 7 à 8 milliards d'années avant qu'il n'éteigne ses lumières. Mais ne t'inquiète pas, d'ici là, l'humanité sera peut-être déjà partie vers une galaxie lointaine ou aura même évolué en une nouvelle et surprenante espèce. Notre Soleil ne s'éteindra donc pas avec fracas comme un feu d'artifice. Il n'est pas assez gros pour devenir une supernova ou un trou noir. Ces superstars de l'espace ont besoin d'une masse bien plus importante que notre Soleil pour advenir. Mais que se passerait-il s'il explosait soudainement? Comme ça, brutalement et sans raison. Voyons ça. Imagine, le Soleil fait boum. Une situation des plus délicates sur Terre. L'événement libère une quantité folle d'énergie, envoyant une onde de choc qui traverse l'espace à la vitesse de la lumière. Il faut environ 8 minutes pour que cette onde nous atteigne. Pourquoi? Eh bien, le Soleil se trouve environ à 150 millions de kilomètres de nous. Il faut donc un peu plus de 8 minutes et 20 secondes à sa lumière pour parcourir toute cette distance et nous atteindre. Mais parlons de l'événement lui-même. Ce serait un spectacle grandiose, mais malheureusement, ce serait aussi la fin. Les quantités folles d'énergie libérées provoqueraient une expansion rapide du Soleil qui engloutirait les planètes intérieures, y compris notre Terre. Et ce n'est pas tout. Prépare-toi à une gigantesque rafale de radiation. Le Soleil déverserait un torrent de particules superchargées. Des rayons X et des rayons gamma, le genre de particules qui peuvent sérieusement tout chambouler. En atteignant notre atmosphère, ces particules à haute énergie provoqueront un chaos incroyable. Elles ioniseront l'atmosphère, créant une énorme impulsion électromagnétique. Cette impulsion est comme une onde de choc pour les appareils électroniques. Elle les grille et les rend inutilisables. Si tes gadgets ne sont pas protégés, ils risquent de passer un mauvais quart d'heure. En parlant de mauvais quart d'heure, après ça, c'est l'évaporation instantanée qui nous attend. Mais le bouquet final du Soleil ne touchera pas que la Terre. Il fera des ravages dans tout le système solaire. Cette énorme explosion d'énergie écrasera tout ce qui se trouve sur son chemin. Les planètes seront éjectées de leur orbite confortable, ce qui provoquera un énorme désordre. La ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, adieu, elle disparaîtra. Oblitérée ou dispersée aux vents cosmiques. Et même les planètes qui survivront à l'événement sortiront de leur orbite pour aller errer dans l'espace. Et n'oublions pas les planètes extérieures, comme Jupiter et Saturne. Ces géantes génèrent leur propre chaleur, ce qui leur confère un certain confort et attire de nombreuses lunes. Mais le boom du Soleil leur volerait cette chaleur, les transformant en des endroits incroyablement froids. Maintenant que nous avons parlé de la catastrophe que cela représenterait pour le système solaire, posons la question suivante. L'humanité peut-elle s'en sortir? La réponse courte est non, ce n'est pas possible. Tout serait anéanti, sauf peut-être quelques bactéries discrètes cachées dans l'ombre. Mais dans le cas inimaginable où le Soleil nous aurait prévenus à l'avance, nous pourrions avoir une chance de nous en tirer. Si nous étions informés et que nous disposions d'assez de temps pour nous préparer, nous pourrions activer notre mécanisme de survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la Terre ne survivrait pas à la colère du Soleil, il nous faudrait déménager autre part. Tu te souviens que nous avons dit que toutes les planètes ne seraient non pas complètement détruites? Hélas, les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus et la Terre, disparaîtraient. L'option la plus simple serait donc de déménager dans un autre système solaire possédant une planète semblable à la Terre. Mais que se passerait-il si la Terre parvenait à survivre à la catastrophe? Ne demandons pas comment, mais réfléchissons simplement aux conséquences. Eh bien, notre climat deviendrait fou. Pendant les premiers instants de la grande explosion, le rayonnement et les particules feraient monter la température en flèche. Une canicule sans fin, un cauchemardesque effet de serre. Les océans s'évaporeraient, créant des nuages épais qui retiendraient la chaleur et ne la laisseraient plus s'échapper dans l'espace. Et après ça, sans la chaude étreinte du Soleil, la Terre deviendrait un véritable congélateur. Il faut donc sortir des sentiers battus. Une idée serait de s'abriter profondément sous terre, là où nous ne serons pas tellement affectés par les radiations et les changements soudains de température. Plus tu creuses, plus la température augmente. Ainsi, avec les bons outils et les bonnes ressources, l'humanité pourrait se terrer dans des bunkers fortifiés et survivre pendant quelques années sans les rayons du Soleil. Pourquoi seulement quelques années? Tu te souviens que nous avons dit que le Soleil est le centre de gravité de notre système solaire. Sans lui, la Terre serait à la dérive, à la recherche d'un nouveau centre de gravité. Imagine notre planète, notre fidèle satellite, la Lune, et toutes les autres planètes flottant lentement dans l'espace. Heureusement, notre fidèle Soleil tient bon, nous gardant au chaud et nous éclairant pour encore pas mal de temps. Nous sommes donc en sécurité pour quelques milliards d'années.
Mais il est toujours amusant d'imaginer des scénarios impossibles. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Lorsque les planètes explosent, ça peut chauffer très fort. Les atmosphères sont balayées, les morceaux de roche volent en éclats, tout est pulvérisé. L'espace autour devient plus brillant qu'une douzaine de soleils. Tu fermes les yeux et tu te couvres les oreilles. Tes cheveux se hérissent. La puissance brute d'une explosion cosmique est terrifiante. Quelque temps avant l'explosion, tu es en vol stationnaire dans une obscurité presque totale. En dessous, tu vois la Lune, ou ce que tu crois ressembler à la Lune. La surface de cette sphère de couleur claire est parsemée de cratères laissés par des météorites. Tu vois d'énormes collines escarpées qui s'étendent sur des kilomètres. En fait, il s'agit de Mercure, et tu t'apprêtes à la faire exploser. Comme au ralenti, tu regardes la planète voler en éclats. Et puis en un clin d'œil, tu vois un mur de débris se rapprocher de toi. D'abord des fragments de roches géants, c'est tout ce qui reste de la croûte solide et du manteau rocheux de la planète. Puis l'aspect et la structure des débris qui volent dans ta direction changent. Maintenant, ces choses ont l'air liquides, comme des éclaboussures de vif argent. C'est le noyau métallique de Mercure qui éclate. Il occupait 85% du volume de la planète. Et enfin, c'est à nouveau un feu d'artifice de morceaux solides. C'est le noyau solide de la planète. L'explosion est si puissante qu'elle envoie la Terre sur une autre orbite. Le Soleil a un hoquet et avale un énorme nuage de poussière. C'est tout ce que Mercure a laissé derrière elle. Mais ne t'inquiète pas, notre système solaire ne perdra pas de planète aussi facilement. Toute cette histoire d'explosion n'est qu'une expérience temporaire. Une fois que tu as fini de regarder le spectacle, tu appuies sur un autre bouton. Et la planète se reconstitue comme si tu avais rembobiné. Tu t'approches de la prochaine planète sur ton chemin. Sa surface se cache sous une atmosphère très dense composée de dioxyde de carbone. Si tu décidais d'atterrir sur Vénus, tu verrais passer d'épais nuages d'acide sulfurique. Tu verrais la surface de la planète d'un brun rougeâtre, sèche et incroyablement chaude. Tu marcherais probablement sur des plaines plates et lisses, couvrant 2/3 de la surface de la planète. Et tu resterais bouche bée devant les 1600 volcans qui parsèment Vénus. Malheureusement, tu ne pourras pas faire tout ça car tu appuies sur le bouton. Boum! D'énormes morceaux de basalte sont projetés depuis le centre de l'explosion. C'était la croûte de la planète, épaisse de 19 km. Puis, tu aperçois des météores brillants et brûlants qui volent vers toi à une vitesse phénoménale. Ce sont des morceaux du manteau rocheux en fusion de Vénus. La pluie de feu semble infinie, peut-être parce que le manteau avait une épaisseur de 1900 km. Mais ce n'est pas la partie la plus massive de la planète. La puissance de l'explosion fait éclater le noyau ferreux de Vénus. Ce noyau était 2 fois plus large que le manteau. Tu atteins une bille bleue qui n'est autre que ta planète natale. À quoi ressembleront ces entrailles dispersées dans l'espace? Vue d'en haut, la Terre est jolie. 71% de sa surface est bleue à cause de toute cette eau, mer et océan. Il y a aussi des zones de vert, de jaune et des tourbillons bruns et blancs. Tu appuies sur le bouton. La planète éclate dans une grêle de roches. C'est ce qui reste de la fine croûte terrestre et du manteau, beaucoup plus épais. Ce dernier occupait près de 84% du volume de la planète. Tu vois la pluie rocheuse se transformer en quelque chose de beaucoup plus liquide. C'est du fer et du nickel brûlant qui constituaient le noyau externe de la Terre. Ces métaux ne subissaient pas assez de pression pour être solides. La détonation est si puissante qu'elle fait éclater le noyau interne de la Terre. C'est une boule solide de fer et de nickel. Une fois que les morceaux se sont séparés, ils suivent leur propre orbite autour du Soleil. Les morceaux les plus massifs s'écrasent sur la Lune et certains voyagent plus loin avant d'être avalés par notre étoile. Tu ne peux pas t'attarder, la planète rouge t'attend. La surface de Mars est couverte de poussière de couleur rouille. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais dans la plupart des endroits, elle fait 2 mètres d'épaisseur. Le sol est de couleur or, marron, beige et même verdâtre. La teinte dépend des minéraux qui composent le sol. La surface de la planète est rocheuse, elle est couverte de lits de lacs asséchés, de cratères, de volcans et de canyons. Boum! Mars est une planète rocheuse. Tu dois esquiver des morceaux de croûte de la taille d'une montagne composés de basalte volcanique.
Ce que tu vois ensuite te donne l'impression que tu as fait exploser d'énormes quantités de dentifrice à base de roches molles. C'est le manteau de Mars, composé d'oxygène, de silicate et d'autres matériaux. Et puis les morceaux volants redeviennent solides. Ah, c'est autour du noyau de la planète. Il était solide, composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Des milliards de fragments de toute taille, de quelques mètres à plusieurs milliers de kilomètres de diamètre, sont projetés dans toutes les directions. Mais seuls quelques-uns ont suffisamment d'élan pour quitter le système solaire. L'événement entier modifie légèrement l'orbite de la Terre et la température sur notre planète augmente de 10 degrés Celsius. Tu laisses les planètes rocheuses derrière toi et tu te rapproches de la première géante gazeuse sur ton chemin, Jupiter. D'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs cachent sa surface. Ils donnent à la planète un aspect coloré et joliment rayé. Tu appuies sur le bouton. Cette fois, le spectacle est différent. Au lieu de morceaux de croûte solide, tu vois des jets de gaz qui accélèrent depuis le centre de la planète. C'est ce qui composait l'atmosphère de Jupiter, faite d'hydrogène et d'hélium gazeux. En un rien de temps, la matière qui s'échappe dans l'espace devient liquide. C'est l'hydrogène qui change de forme sous l'immense pression atmosphérique qui règne au plus proche du centre de la planète. Un peu plus tard, le liquide est déjà un mélange d'hydrogène métallique et d'hélium. Et enfin, quelque chose de solide. C'était probablement le noyau de Jupiter, 14 à 18 fois la masse de la Terre. Le diamètre de la géante gazeuse était d'environ 145 000 km. Mais l'explosion ne dure pas plus d'une demi-seconde. Elle est cependant si forte qu'elle fait s'évaporer les planètes plus petites comme Mars et la Terre. Le Soleil reste à peu près intact. Il devient plus chaud et plutôt instable pendant un moment. Mais cela ne dure pas longtemps. La prochaine géante gazeuse sur ton chemin est Saturne. À première vue, on dirait que la planète a une surface. La sphère brun-jaune, apparemment solide, est entourée de couches de nuages. Les anneaux caractéristiques de Saturne sont impressionnants et colorés, gris, beige et brun. Ce sont en fait des groupes de petits anneaux composés de morceaux flottants de glace, de roches et de poussière. Ces morceaux vont de la taille d'un caillou à celle d'un énorme gratte-ciel. En orbite autour de Saturne, ils ne cessent d'entrer en collision et les plus gros morceaux se brisent. Tu es surpris de voir que les anneaux ne sont pas parfaitement ronds. Ils présentent des courbures causées par la force gravitationnelle des lunes voisines. 53 d'entre elles ont été répertoriées à ce jour. Titan, un monde glacé plus grand que notre Lune et même que Mercure, est la plus grande d'entre elles. Ce que tu vois ressemble étrangement à ce qui s'est passé lorsque tu as fait exploser Jupiter. Il n'y a qu'une seule différence. Les anneaux de Saturne se brisent, envoyant des roches et de la glace voler dans l'espace à une vitesse incroyable. Les plus gros morceaux s'écrasent sur les lunes de la planète, détruisant totalement les plus petites d'entre elles. Tu vois des courants de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, avec un peu de méthane, d'ammoniac et d'eau. Ils s'éloignent à une vitesse vertigineuse de l'endroit où se trouvait le centre de la planète. Ensuite, des éclaboussures de matière liquide, c'est de l'hydrogène liquide qui devient ensuite métallique. Et enfin, les morceaux du noyau solide constitués de matériaux rocheux. Tu as maintenant devant toi la magnifique sphère bleu-vert de la géante glacée Uranus. La planète prend cette teinte inhabituelle lorsque la lumière du Soleil se reflète sur sa surface. De plus, l'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec des traces de méthane gazeux qui absorbent la lumière rouge. Quoi qu'il en soit, badaboum! Cette fois, ce sont d'abord d'énormes blocs de glace qui se précipitent dans ta direction. Ils constituent la partie du manteau glacé de la planète qui représentait 80% de son volume total. Mais pourquoi cette glace a-t-elle l'air liquide? Sur Uranus, le liquide gelé n'est pas solide comme sur Terre. La glace est un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane. On l'appelle souvent l'océan au ammoniac. Après l'étrange pluie de glace, tu vois des morceaux solides du noyau rocheux de la planète. Il était petit, pas plus de la moitié de la masse de la Terre. Certaines des lunes d'Uranus sont pulvérisées dans l'explosion, et plusieurs sont même éjectées hors du système solaire. L'explosion déplace aussi légèrement l'orbite de Neptune. Et enfin, c'est au tour de la dernière planète sur ton chemin. Neptune est bleu à cause d'une couche de gaz tourbillonnante et de nuages permanents. Pas le temps de s'attarder. Boum! La planète n'a pas de surface solide.
C'est pourquoi, après avoir appuyé sur le bouton, tu vois le manteau liquide de Neptune éclater. Il ressemble à un ballon rempli d'eau jeté du 50e étage. Cela envoie des éclaboussures d'eau, d'ammoniac et de méthane glacé dans l'espace. Elles sont suivies par des restes du manteau de la planète, ressemblant à de la lave. Il était liquide, rougeoyant et riche en méthane, en ammoniac et en eau. Et voici ce qui reste du noyau solide de Neptune, composé de fer et d'autres métaux. Ton appareil photo et toi avez été littéralement partout sur la Terre, au sommet du mont Everest et au fond de la fosse des Mariannes. Tu as vu le Nil, les chutes du Niagara, le désert du Sahara, le Grand Canyon et une centaine d'autres endroits magnifiques. À chaque voyage, tu as rapporté des photos à couper le souffle. Ton album est déjà aussi épais qu'une encyclopédie et il est temps de découvrir un tout nouveau monde. Alors allons faire un voyage sur Mars. Tu es assis dans une rutilante fusée ultra moderne. Le compte à rebours est lancé en vue du décollage. Cela peut sembler être un événement important, mais désormais, avec la technologie moderne, c'est pratiquement comme un trajet en bus. En quelques heures seulement, tu te retrouves à la surface de la planète rouge. Il est temps de se diriger vers la première destination touristique de Mars, Olympus Mons. Il est de la taille de l'État d'Arizona et mesure 25 km de haut. C'est 3 fois la taille du mont Everest. Et c'est la plus haute montagne de tout notre système solaire. En fait, c'est même plus qu'une montagne, c'est un volcan géant. Cette gigantesque montagne s'est formée lorsque les torrents de lave sont montés à la surface, ont dévalé les pentes du volcan et se sont lentement refroidis. Les couches de sol les plus fraîches ont environ 2 millions d'années. Les scientifiques n'excluent donc pas la possibilité que ce volcan se réveille un jour. Espérons que tu ne seras pas trop près quand il entrera en éruption. Il y a des statues de divinités grecques partout. On trouve notamment Apollon, Athéna et Artémis. Et là, c'est Zeus et Poséidon. Dans les mythes antiques, ces divinités vivaient sur le mont Olympe, en Grèce. Elles ne sont pas naturelles, bien sûr. On a construit ces monuments pour attirer plus de touristes. Il y a même de nombreux stands de souvenirs où tu peux acheter un t-shirt avec un motif de foudre en l'honneur de Zeus. Tu prends ta première photo sur Mars et tu passes à l'endroit suivant. C'est un complexe de 12 volcans géants. Certains d'entre eux atteignent presque la hauteur de l'Olympe. C'est comme si tu empilais 60 Empire State Building les uns sur les autres. Ils sont si grands parce que la gravité est beaucoup plus faible sur Mars que sur Terre. Il n'y a pas autant de force qui les tire vers le bas, donc ils peuvent s'étirer beaucoup plus haut que tout ce que l'on peut trouver sur Terre. Tu te sens plus léger que jamais et tu peux soulever des objets 3 fois plus lourds que sur Terre. Il est facile de comprendre pourquoi les volcans sont si grands quand tu prends une impulsion et que tu bondis à 2 mètres dans les airs. Ces volcans sont en éruption depuis près de 2 milliards d'années. C'est presque la moitié de l'âge de notre planète. C'est d'ailleurs une autre raison pour laquelle ils sont devenus si grands. Clique. La photo est faite et tu montes dans le rover pour aller explorer le prochain site digne d'intérêt. Valles Marineris, c'est le plus grand canyon de la planète. Il est plus long que la distance entre New York et Miami. Et il est 4 fois plus grand que le Grand Canyon. On ne sait pas exactement comment il est apparu, mais la théorie la plus crédible suggère que c'est à cause de la lave qui a poussé la croûte vers le haut en se déplaçant sous terre. Avec le temps, ces vallées se sont transformées en un énorme canyon, baptisé Valles Marineris. Le prochain arrêt est Sidonia, avec son rocher géant à visage humain. En 1976, on a pu observer des photos de la surface de Mars et on y a clairement identifié une tête humaine. Les gens ont immédiatement émis 1000 théories sur la façon dont elle aurait pu apparaître ici. Mais toutes ces amusantes spéculations ont pris fin lorsque de nouvelles photos ont été prises en 2011. Ces photos plus claires ont montré que les yeux, le nez et la bouche n'étaient que des ombres qui ne pouvaient pas être distinguées nettement sur l'image originale de mauvaise qualité. En fait, ce n'est qu'une colline, beaucoup moins excitante vue de près. N'oublie pas ta veste chaude pour la prochaine étape, il s'agit du pôle Nord. Assure-toi aussi de bien tenir ton appareil photo, il y a beaucoup de vent par ici. La glace que tu vois est du dioxyde de carbone, qui a cet aspect à cause des températures extrêmement basses. Il peut faire jusqu'à moins 143 degrés Celsius ici. Ce froid et le champ magnétique du pôle sont responsables des vents forts qui soufflent sur toute la planète. Il y a même des geysers au pôle sud. Au printemps, quand il fait plus doux, des jets de dioxyde de carbone se précipitent à la surface, emportant avec eux la poussière et le sable. Vite, prends une photo. Selon diverses études, il y aurait un lac souterrain aussi large que la baie du Delaware à 1 km sous une épaisse couche de glace.
Passons au cratère de Gale. C'est là que le rover Curiosity a atterri en 2012. Et voici sa réplique. Ce petit bonhomme étudie la surface de Mars depuis des années et y a trouvé des traces d'eau évaporée. Cela signifie que Mars pourrait avoir abrité la vie dans le passé. Le rover a également trouvé de nombreuses traces de molécules organiques ainsi que du méthane gazeux. Il pourrait provenir de microbes et d'autres êtres vivants, mais on n'en sait pas encore assez pour l'affirmer avec certitude. L'existence de vie sur Mars n'a pas encore été confirmée, mais il est excitant de penser qu'il y a pu y avoir de vrais martiens vivants à un moment donné. Tu prends un selfie comme si tu tenais Curiosity au bout de ton bras. Super, le taxi martien est déjà là pour toi et tu te diriges vers Medusae Phossae. Beaucoup de gens pensent que ce pourrait être un site de crash extraterrestre à cause de l'apparence étrange de ces roches. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Les scientifiques suggèrent que des volcans sont en éruption ici depuis des années. La lave s'est refroidie pour former des roches et les vents forts leur ont donné des formes étranges. Tout ce dépôt volcanique couvre une surface équivalente à la taille d'un cinquième des États-Unis. Et voici un endroit qui a rendu les géologues nerveux et les a même un peu effrayés. Le cratère de Hell et les lignes de ses pentes. Des études ont montré que cet endroit s'humidifiait, ce qui signifie que de l'eau pourrait y circuler. Mais on a ensuite déterminé qu'il s'agissait de ruisseaux de sable sec. Les scientifiques craignent que cet endroit puisse abriter des microbes extraterrestres. Donc, il ne faut pas s'en approcher de trop près. Un autre endroit mystérieux pour les touristes sur Mars sont les dunes fantômes. Dans les temps anciens de cette planète, il y avait des dunes de plusieurs dizaines de mètres de haut. Mais elles étaient alors recouvertes par l'eau ou la lave. Leurs bases sont préservées, mais leurs sommets ont été effacés. Les zones couvertes de ces dunes peuvent encore abriter des microbes. Ils sont protégés du vent et du rayonnement solaire et peuvent encore être préservés. Le contact avec eux peut être dangereux pour l'homme, alors prends ta photo de loin. Le prochain arrêt est sur le satellite de Mars, Phobos. Il y a une foule de gens réunis ici. Et c'est alors que tu le vois, le monolithe de Phobos. C'est un rocher massif, aussi haut qu'un immeuble de 30 étages. On a découvert cet objet grâce à des photos prises depuis la Terre. Le monolithe projette une grande ombre et a donné naissance à de nombreuses théories. Par exemple, certains prétendent qu'il a été construit par une ancienne civilisation ou qu'il a été laissé ici par des extraterrestres. Il pourrait même avoir été un phare. Tous ces gens sont venus ici pour éprouver cette théorie par eux-mêmes, mais de près, il ne ressemble à rien d'autre qu'un vulgaire rocher. Encore une photo, et tu dois te dépêcher de remonter dans le bus qui t'emmène sur le satellite de Jupiter, Io. Il faut rester dans des capsules spéciales qui volent au-dessus de la surface. Et quand tu vois ces volcans en éruption constante, tu comprends pourquoi. La gravité de Jupiter comprime les entrailles d'Io. Elle se réchauffe et remonte à la surface, entrant en éruption au niveau des nombreux volcans qui jalonnent le satellite. Ils éjectent tellement de matière qu'Io change complètement d'aspect tous les 2 ou 3 millénaires. Maintenant, allumons les hyperpropulseurs et dirigeons-nous vers l'espace. C'est là, dans l'obscurité totale, que se trouve la sonde Voyager. Elle a été lancée en 1977 et est toujours en activité. C'est le premier objet fabriqué par l'homme à avoir quitté les frontières de notre système solaire. Et c'est le vaisseau spatial le plus éloigné qui soit. Voyager transporte un disque d'or avec un message pour les civilisations extraterrestres. Ce disque étonnant contient des images de paysages, d'habitants et d'animaux de la Terre, ainsi que divers sons et musiques. Malheureusement, il lui faudra plusieurs milliers d'années pour atteindre le système stellaire le plus proche, donc il est peu probable que nous ayons des nouvelles des extraterrestres de sitôt. Tu prends des selfies et tu passes à l'étape suivante de la visite. Ici, à 1000 années-lumière de la Terre, se trouve un trou noir. C'est l'objet le plus mystérieux et le plus lourd de l'univers. Il pèse autant que le Soleil, mais il est beaucoup plus petit. Il est si lourd qu'il attire absolument tout, même la lumière. Le trou noir n'est donc pas vraiment noir, il n'a pas de couleur du tout. On ne peut l'observer que de très loin, car il courbe l'espace-temps. Plus tu t'en rapproches, plus le temps passe lentement. Si tu voulais voler juste une seconde plus près de lui, des semaines ou même des mois s'écouleraient sur Terre pendant ce temps. Suivant la tradition, tu jettes une pièce de monnaie dans le trou noir et tu continues ton voyage à travers le cosmos lointain. Sur le chemin du retour, tu dois t'arrêter à un endroit emblématique de la Lune. Ici, dans la mer de la Tranquillité, il y a un parc d'attractions entier près du site d'alunissage d'Apollo 11. C'est là que le premier humain a posé le pied sur la surface de la Lune. La première empreinte de botte de Neil Armstrong est toujours là, comme preuve à la surface. Elle a été faite en 1969, mais elle est restée identique depuis toutes ces années. Imaginez un endroit où un seul jour dure plus longtemps qu'une année entière.
Sur Vénus, un jour, c'est-à-dire une rotation complète sur son axe, est aussi long que 243 jours sur Terre. Et ce qui est encore plus étrange, en dépit du fait que Vénus connaisse un jour sans fin, c'est que son année est plus courte que celle de la Terre. Alors que la Terre met environ 365 jours pour effectuer une orbite complète autour du Soleil, Vénus le fait en seulement 225 jours. Donc, d'une certaine manière, pour Vénus, un jour est plus conséquent qu'une année entière. Vénus est une planète étrange de façon générale. On la surnomme la jumelle de la Terre en raison de nos ressemblances, bien qu'elle soit un peu plus petite que notre planète. Mais il y a aussi des différences drastiques. Par exemple, elle tourne dans le sens opposé, ce qui signifie que le Soleil s'y lève à l'ouest et se couche à l'est. Et Vénus n'est pas la seule à danser selon son propre rythme. Uranus en fait de même. Et enfin, c'est un peu la folie sur Vénus en termes d'atmosphère. Quand vous êtes debout sur Terre, vous ne ressentez pas vraiment le poids de l'air autour de vous. Eh bien, sur Vénus, cette sensation serait comparable à un éléphant assis sur vos épaules. Vénus possède une pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre. L'atmosphère y consiste en une épaisse couche de gaz toxiques. Par exemple, le dioxyde de carbone qui est libéré par tous les volcans. Il applique une pression incroyable. Ceci se traduit par des températures incroyablement élevées. Il n'est donc guère étonnant qu'il nous faille encore attendre avant de pouvoir un jour poser le pied sur cette planète. Pendant ce temps, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a une orbite encore plus courte que celle de Vénus. Elle effectue un voyage complet autour du Soleil en seulement 88 jours terrestres environ. Cependant, elle a une rotation lente sur son axe, ce qui signifie qu'un jour sur Mercure dure environ 176 jours terrestres. En gros, une demi-année pour nous. Tout comme avec Vénus, une journée y dure beaucoup plus longtemps qu'un an. Comme c'est la planète la plus proche du Soleil, il n'est pas surprenant que Mercure connaisse des variations de température extrêmement élevées. En journée, celles-ci peuvent excéder les 420 degrés Celsius, assez pour faire fondre le plomb. Mais attendez le coucher du Soleil. La nuit, elles redescendent à un glacial moins 180 degrés. C'est parce que Mercure n'a pas une atmosphère épaisse comme la nôtre, donc la chaleur ne se distribue pas uniformément à travers la planète. Si un côté est plongé dans l'obscurité, il sera extrêmement froid, et l'autre côté sera brûlant. Exactement comme si vous laissiez un gros rocher ordinaire sous le soleil pendant un moment. En fait, il y fait tellement froid qu'il pourrait même y avoir de la glace dessus. Regardez la région du pôle nord de la planète. Surtout ces taches jaunes, éclairées par le soleil à l'intérieur des cratères. Elles indiquent peut-être la présence de glace d'eau. Et il s'avère que l'eau est beaucoup plus courante dans l'espace que nous ne le pensions. Mars est souvent surnommée la planète rouge. Elle doit ce surnom à l'abondance d'oxyde de fer, ou de rouille, qui recouvre sa surface. Les minéraux riches en fer créent cette teinte rougeâtre qui colore le paysage martien. Mais il s'avère que Mars n'est pas simplement rouge. Si vous vous teniez sur Mars, vous verriez un terrain semblable à un désert de couleur caramel, baignant dans une lueur dorée. Un peu de brun ici et là, et même de légers reflets verdâtres. Mars possède également la plus grande montagne de tout le système solaire, Olympus Mons. D'une hauteur vertigineuse d'environ 22 km de haut, elle est bien plus haute que le mont Everest. Elle a été formée par l'éruption d'une lave à faible viscosité, créant une structure similaire à un bouclier. Étant donné que Mars est recouverte de sable, elle est aussi célèbre pour ses fantastiques tempêtes de poussière. Mais il s'avère qu'elles sont encore plus insensées que ce que nous pensions. Ces tempêtes peuvent durer des mois. Bien qu'elles puissent présenter des défis pour les futures missions humaines, elles contribuaient également à l'aspect irréel de la planète lorsqu'elle est observée de loin. Et il nie pas que les tempêtes à prendre en compte, mais également les tremblements de Mars. Également connus sous le nom de trémors sismiques, ils ont été détectés pour la première fois par la NASA en 2019. Contrairement aux tremblements de terre, qui sont souvent déclenchés par des mouvements de plaques tectoniques, on pense que les tremblements de Mars résultent du refroidissement et de la contraction de l'intérieur de la planète. Il est intéressant de voir à quel point les deux planètes sont similaires, et pourtant si différentes. Les anneaux emblématiques de Saturne pourraient détenir un secret lié au passé ancien de la Terre. Ces anneaux sont principalement composés de particules de glace et de débris, et sont estimés être relativement jeunes à l'échelle cosmique, seulement quelques centaines de millions d'années environ. Maintenant, certaines théories avancent qu'ils seraient nés après une catastrophe de grande ampleur. La collision de deux grandes lunes, ou la désintégration d'une comète, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que cette chronologie coïncide avec l'âge de l'extinction des dinosaures sur Terre. Y aurait-il un lien? Qui sait? Au fait, bien que Saturne remporte le gros lot pour ses anneaux,
Elle n'est pas la seule planète de notre système solaire à en avoir. Jupiter, Uranus et Neptune ont également leurs propres ensembles d'anneaux, bien qu'ils ne soient peut-être pas aussi visibles et impressionnants que ceux de Saturne. Cependant, il y a quelque chose par laquelle Saturne se distingue vraiment, le magnifique hexagone de son pôle nord. C'est une figure colossale à 6 côtés. Et chaque côté de cette structure incroyable mesure environ 14 500 km de long, soit 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Les scientifiques ne sont pas certains de comment cet hexagone s'est formé ni pourquoi. Ils pensent que cela pourrait être dû à des vitesses de vent variables. Ou peut-être est-il façonné par un jet stream localisé, lent et sinueux. Pour le moment, il demeure un autre des mystères de Saturne. Tout comme l'hexagone de Saturne, Jupiter a aussi sa propre tache étrange. On l'appelle la Grande Tache Rouge. Il s'agit d'une tempête qui fait rage depuis au moins 350 ans et qui est à plus grande que la Terre elle-même. Malgré son nom, la couleur de ce point a varié au fil des ans, allant du rouge brique au rose saumon pâle. Les scientifiques continuent d'étudier cette tempête tenace, perçant les mystères de sa persistance et de ses volutes changeantes. Sur le plan météorologique, la Grande Tache Rouge est un véritable épicentre. Elle génère une énorme pression dans l'hémisphère sud de Jupiter. Pendant ce temps, Jupiter elle-même n'est pas en reste en ce qui concerne les champs magnétiques. Son influence est colossale. Elle s'étend bien au-delà de la planète elle-même et crée l'un des champs magnétiques les plus vastes et les plus puissants de notre système solaire. À cause de cela, Jupiter est une source de radiation intense et de fascinantes aurores, alors que les aurores boréales de la Terre sont à couper le souffle. Jupiter a aussi quelque chose à offrir. Son champ magnétique interagit avec les particules chargées provenant des lunes de Jupiter et du vent solaire. Cela crée des aurores visuellement frappantes au niveau de ses pôles. Cependant, par rapport à la Terre, l'échelle de ces aurores est phénoménale. Rien de comparable à ce que nous observons sur notre planète. Mais même ce type de grande tache n'est pas une caractéristique unique au sein de notre système solaire. La géante orageuse, Neptune, la 8e et la plus éloignée des planètes du Soleil, a aussi sa propre grande tache sombre. Tout comme avec Jupiter, c'est un immense vortex au beau milieu de l'atmosphère de Neptune. Mais contrairement à son homologue jupitérienne, cette tache a tendance à apparaître et disparaître en raison de la météo dynamique et extrêmement changeante de Neptune. Neptune, tout comme Uranus, est une autre géante glacée. Et tout comme les autres géantes, elle possède certains des vents les plus violents de notre système solaire. Ces courants supersoniques peuvent atteindre une vitesse supérieure à 1900 km/h. Et oui, ça ne rigole pas. Mais cela explique ces épaisses formations nuageuses. Au fait, si vous avez déjà rêvé d'une planète où il pleut des diamants, vous pourriez être intéressé par cette planète. Profondément dans l'atmosphère de Neptune, où les pressions sont extrêmes, les scientifiques ont émis l'hypothèse que les atomes de carbone seraient si comprimés qu'ils en forment des diamants. Ces diamants pourraient ensuite s'abattre comme une pluie. Quelle touche unique pour un bel orage! Les lunes de Neptune ont hérité de leurs parents cette météo étrange. Par exemple, sa plus grande lune, Triton, présente une touche de cryovolcanisme. Au lieu de vomir des roches en fusion comme les volcans terrestres, les cryovolcans de Triton éclatent avec un mélange d'eau, d'ammoniac et d'azote. Cela s'apparente à des geysers de glace projetant leur matière dans l'espace. On dirait que, dans notre seul système solaire, chaque planète a ses propres particularités fascinantes. Espérons que nous découvrirons d'autres choses intéressantes dans l'espace avoisinant à l'avenir. Salut les amis! Nous allons aujourd'hui déboulonner quelques mythes sur l'espace. Montez à bord de notre navette et tirons tout ça au clair une bonne fois pour toutes. Imaginez ça. Vous flottez dans l'espace en buvant une tasse de chocolat chaud lorsqu'une pensée étrange vous vient à l'esprit. Peut-on crier dans l'espace? Et si oui, est-ce que quelqu'un entendrait ce cri? Si vous avez vu Alien, vous connaissez la réponse. On ne peut pas entendre les sons dans l'espace. Ce n'est pas que les sons n'existent pas. C'est juste qu'on ne peut pas les entendre. Il n'y a personne de mieux placé pour déboulonner ce mythe que Chris Hadfield. Il a participé à plusieurs sorties dans l'espace au cours de sa vie d'astronaute. Une fois dans l'obscurité de l'espace, on n'entend plus rien. Tout ce que l'on entend, c'est le silence. Un silence absolu. Mais, juste à côté, il y a une énorme boule de feu, le Soleil.
Nous n'entendons pas ces explosions parce qu'il n'y a rien pour porter les sons. Mais ce ne serait probablement pas très agréable pour les astronautes s'ils pouvaient entendre tous les bruits de l'espace. Imaginez que vous naviguez dans l'espace, tel un super-héros du futur, lorsqu'une étoile filante passe tout près de vous. Mais attendez, s'agit-il vraiment d'une étoile ? Et non, les étoiles filantes ne sont pas du tout des étoiles. Ce sont de petits cailloux appelés météoroïdes qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre et créent un beau spectacle lumineux. Et puisque nous déboulonnons les mythes, en voilà tout de suite un autre. Vous avez probablement entendu dire que les météores ne s'écrasent que très rarement sur la Terre, comme lorsqu'une violente apocalypse décime tous les dinosaures. Ce n'est pas vrai. Les scientifiques estiment qu'environ 48 tonnes de matériaux météoritiques tombent sur Terre chaque jour. Mais la quasi-totalité de ces matériaux se vaporise dans l'atmosphère. La traînée lumineuse que nous voyons dans le ciel est ce que l'on appelle une étoile filante. La prochaine fois que vous ferez un vœu, rappelez-vous qu'il s'agit en réalité d'un minuscule débris spatial. Ce n'est pas si romantique après tout. Peut-on ou non voler dans la stratosphère en montgolfière ? Apparemment, c'est possible. La stratosphère terrestre commence relativement près du sol. Elle s'élève à environ 11 ou 12 km au-dessus de la surface de la Terre. Mais elle continue ensuite très haut. Si vous voulez vous envoler jusqu'à la stratosphère à l'aide d'une montgolfière, il vous faudra vous munir d'un très bon équipement. Vous aurez besoin d'une combinaison spéciale et d'appareils respiratoires, car l'air se raréfie au fur et à mesure que l'on s'élève. Bien sûr, si vous allez jusqu'au bout, n'oubliez pas de photographier la courbure de la Terre. Équipez-vous donc d'un harnais de poitrine afin d'y accrocher une caméra ou un appareil photo. Et si vous diffusiez tout cela en direct, ce serait une première. Imaginez qu'il y a 102 jours que vous avez quitté la Terre. Vous vous êtes bien adapté à la vie dans l'espace. Mais quelque chose d'étrange se produit dans votre corps. Vous grandissez. Comment est-ce possible ? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En fait, vous ne grandissez pas réellement. C'est simplement que votre corps ne subit plus l'effet de la gravité. Votre corps dispose d'un espace naturel entre les vertèbres et les articulations. Sur Terre, cet espace est presque entièrement comprimé par la force de gravité. Mais dans l'espace, le corps, libéré de cette force, commence à s'étirer. Donc oui, les astronautes grandissent bien de 3% lorsqu'ils effectuent de longues missions. Et voici une curiosité. La NASA ne l'oublie pas lorsqu'elle fabrique des combinaisons spatiales sur mesure. Ainsi, les astronautes disposeront toujours d'un espace supplémentaire dans leur combinaison. Une fois les astronautes de retour sur Terre, l'effet antigravité s'estompera. Ils passeront peut-être quelques jours en pantacourt avant que de retrouver une taille normale, mais tout ira bien. Avez-vous déjà imaginé une porte d'avion s'ouvrant en plein volume et un groupe de passagers aspirés dans l'atmosphère comme de simples plumes ? C'est une chose que l'on voit assez souvent dans les films catastrophes. Imaginez maintenant que cela se produise dans l'espace. On croit communément que si un astronaute est aspiré hors d'un sas, il sera brûlé vif, instantanément. Mais attention, ce n'est pas seulement vrai. En fait, la réalité est bien pire. D'après l'astronaute Chris Hadfield, voici ce qui se passerait. La partie de votre corps située à l'ombre serait soumise à une température de moins 250 degrés. Et la partie exposée au soleil chaufferait, elle, sous une température de 250 degrés. Vos poumons s'affaisseraient et votre sang se mettrait à bouillir. Vous seriez donc brûlé, gelé, incapable de respirer et bouilli. Peu recommandé. Combien de fois avez-vous déjà entendu dire que les astronautes devaient s'entraîner chaque seconde de la journée sous peine de s'évanouir ? Il s'agit d'un mythe. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit de la gravité ? En raison de l'absence de gravité dans l'espace, notre corps n'a pas à travailler très dur. Nos torses n'ont pas à porter le poids de nos têtes. Et nous n'avons pas à faire d'efforts pour bouger nos jambes, car on ne marche pas vraiment dans l'espace. Imaginez maintenant que vous viviez ainsi pendant 6 mois, voire 1 an. Vos muscles se transformeraient vite en gelée. Voilà pourquoi les astronautes s'entraînent. Ils s'attachent et courent sur un tapis roulant, ou ils font de l'haltérophilie sur une machine spéciale. De cette façon, leurs muscles ne ressentent pas trop l'absence de la gravité.
Ils doivent cependant s'hydrater. Si j'étais astronaute, je demanderais à la NASA si je peux emporter ma gourde d'eau douce dans l'espace avec moi. Vous avez peut-être entendu dire que l'espace sent le steak brûlé, ou la sauce barbecue. Même si cela semble absurde, ce mythe est plus vrai que faux. Les astronautes ne peuvent évidemment pas sentir l'odeur de l'espace lorsqu'ils y sont, car ils ne peuvent pas enlever leur casque. Ils sentent généralement cette odeur une fois que leur véhicule s'est amarré et qu'ils ont ouvert le sas. Apparemment, cette odeur est due à la présence d'hydrocarbures flottant dans l'espace. Qui l'eût cru? Laissez-moi à présent vous poser une question. Pensez-vous vraiment que si les astronautes pouvaient voler à la vitesse de la lumière, ils ne vieilliraient pas d'une seule seconde? Je savais que vous diriez non. Tirons cela au clair. Tout d'abord, nous n'avons pas encore trouvé comment voyager à la vitesse de la lumière. Cela nécessiterait une immense quantité d'énergie et nous ne disposons pas de la technologie nécessaire. Deuxièmement, même si nous parvenions à mettre un humain à l'intérieur d'un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière, cette personne continuerait à vieillir. Elle vieillirait différemment des personnes restées sur Terre. C'est un fait, mais elle vieillirait quand même. Vous croyez vraiment que l'immortalité existe? Et non. Si vous avez vu Avatar 1, vous vous souvenez certainement que les humains ne réussissent à atteindre Pandora que grâce au cryosommeil. Ils congèlent leur corps, les placent dans des lits cryogéniques et voyagent pendant des années sans vieillir. Oui, cela semble incroyable, mais cette technologie n'existe pas encore. Notre corps est principalement constitué d'eau, n'est-ce pas? Et quand on congèle de l'eau, elle se dilate. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser une canette de soda sans surveillance dans le congélateur. À l'heure actuelle, si nous congélions le corps d'une personne, l'eau qu'il contient se dilaterait, et cela endommagerait les tissus et les organes. Alors non, nous ne pouvons pas cryodormir pour voyager dans l'espace, pas encore tout au moins. Voici une idée folle. Que se passerait-il si un astronaute emportait un drone lors d'une sortie dans l'espace? À moins qu'il ne s'agisse d'un drone conçu par la NASA, l'engin gèlerait et brûlerait probablement sans protection spéciale. Mais on peut toujours rêver, pas vrai?